Yo l'équipe, Yo yo yo, est-ce que vous nous entendez bien? moi je Non, ça t'entends devrait très être ok. bien, tout va bien. Écoute, on va pouvoir démarrer, on n'était pas là la semaine dernière puisqu'on revenait justement du Crypto XR au CERF. Je vous propose d'ailleurs dans pas longtemps de faire un petit point là-dessus. Au programme du coup, comme d'habitude, on va parler de l'actualité et pour le coup, il y a beaucoup d'actualités cette semaine qui sont intéressantes, qui vont peut-être nous aider à nous projeter un petit peu pour les semaines à venir. Des jetons qui sortent, encore des nouvelles par rapport au restaking, pas mal de choses aussi autour du gaming web 3, du bon et du moins bon. Et voilà, j'espère que tu vas bien Léo. Ça va, ça va. De retour dans la grotte, de retour au charbon, hein, comme d'hab. Hein. Il faut. Là, du coup, on a eu les événements, etc. Mais là, c'est le moment de charbonner. Moi, personnellement, je suis convaincu que c'est le genre de période où il faut charbonner, bien se préparer. Si vous voulez farmer des choses, peut-être essayer de les farmer ou de réfléchir à ce qui pourrait le plus capter de la valeur, etc. D'ailleurs, ça a été un de mes focus cette semaine, tout ce qui est du farming et tout, notamment autour de Hyperliquid. J'en ai fait une vidéo, j'en ai parlé pas mal, etc. Et on a des choses assez intéressantes au secondaire, notamment sur Whales Market, etc. Où en fait, Ouais, on va en on a parler. des points qui commencent à se vendre à gogo sur Eigenlayer, sur Hyperliquid. Je crois qu'il y a un système de points aussi, d'achat et de revente de points sur MarginFi qui arrive, sur Camino, sur plein de trucs. Donc en fait, on a genre des nouveaux types de DApp, ou en tout cas on a de plus en plus une démocratisation du farming de l'airdrop et de revendre des points au secondaire avant même que justement tous ces airdrops aient lieu. Ce qui permet en réalité de se couvrir aussi Ouais. et de bien gérer son risque et de pas avoir de mauvaises surprises ou en tout cas de se prémunir de mauvaises surprises. Donc moi je trouve ça assez intéressant et c'est quelque chose qui me hype pas mal. Et sinon ouais j'ai restaké des Ethereum. Je participe au Ponzi pour avoir des points et donc de l'argent magique d'internet, classic shit. Donc on verra ce que ça donne, mais On verra ce que ça donne mais exactement. D'ailleurs, on est test. on est en live le 4 février. Si vous nous écoutez sur YouTube, ce sera le 5 février. Il y a Eigenlayer qui va réouvrir les dépôts natifs sur son protocole, justement. On va en parler dans cette émission, mais il y a de plus en plus de protocoles de restaking. On nous a remarqué qu'il y avait 2 capettes dans l'émission. C'est corrigé. Il s'appelle à nouveau Crypto Picsou. Et ouais, je te propose déjà de commencer, faire un point rapide peut-être sur le Crypto XR. Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, je vais ouvrir le bal. Moi, personnellement, je suis mieux un peu en mode vacances. Voilà, j'ai passé du bon temps, j'ai discuté avec les gens principalement. Il y avait des stands sympas, mais c'était plus des. Il y avait de tout, hein, mais il y avait des produits pour les news, je pense à Coffee. Tu avais des produits pour de l'investissement. Bref, moi je vous avoue que j'étais vraiment là pour passer un bon moment et pour le coup ça a été vraiment le cas. Je veux dire, c'était pas cher pour ceux qui ont payé leur place, c'était big. Il y avait du monde, il y avait du beau monde. Donc franchement, opération très très réussie de la part de l'équipe d'Auxerre. C'est pas la ville la plus facile d'accès, mais voilà. Après, t'as les trains en direct de Paris, c'est 1h30 de train, ça te coûte genre 15 balles, enfin 30 allers-retours, un truc comme ça. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai kiffé, sachant que voilà, tu payais 20 ou 30 balles si t'étais étudiant ou normal. Après, si tu voulais être VIP, avoir une place un peu plus chère et plus d'accès, tu pouvais aussi. Mais au final, il y avait beaucoup de gens de l'écosystème. Même, tu vois, j'étais surpris qu'un un ON, enfin un hasher, fasse le déplacement. Donc non, vraiment, il y avait beaucoup de gens de l'écosystème. Bon, c'était très francophone, on va pas se mentir. Mais j'aime bien aussi ces événements francophones, tu vois, genre juste pas se prendre la tête, pas être en mode costard cravate, essayer de serrer des pinces et de payer son pass 2500 € pour faire du business. Il y a des conférences pour faire ça et personnellement, je le critique pas dans le sens où ça dépend de ce qui t'intéresse dans l'écosystème et etc. Tu vois, t'as d'autres rendez-vous comme la PBWS ou qui sont plus destinés à des professionnels. Et là, pour le coup, t'avais un événement plus pour les particuliers, les gens juste qui s'intéressent aux crypto-monnaies ou qui veulent débuter. Donc c'était vraiment bien. En plus, il y avait des conférences sympas. Moi, j'ai fait une conférence que j'ai bien aimée, surtout le marketing d'influence, etc. Et puis sinon, il y avait des stands, il y avait il y avait Djibril Cissé, Ouais, il y avait des actrices UX, il y avait pour parler de l'écosystème qu'il y avait, donc il y avait Coin Academy, toi, moi, Hugo, on avait Owen, on avait Lilian de Cryptost. Côté Journal du Coin, on n'avait pas de présence de Journal du Coin, pour le coup. Il y avait Oslo qui bossait avec eux par le passé, mais moins activement aujourd'hui. Il y avait Real, Victor Crypto, voilà, quelques créateurs de contenu. Donc c'est, voilà, pour ceux qui sont pas habitués à faire des événements crypto, pour moi, la méta,
c'est tout ce qui va être side event qui généralement sont gratuits. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'aller à une UTHCC, ce genre de choses, mais que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à regarder les side events. Par contre, les gros événements type Paris Blockchain Web Summit ou voilà ETHCC, etc., c'est souvent hors de prix pour un retail, qu'on se le dise, parce que Mais c'est fait exprès. tu retombes pas sur tes pieds. Tandis que là, c'est accessible. Donc, je vous invite vraiment à faire ce genre d'événement, franchement, pour vous plugger à des gens de l'écosystème, leur parler. Désolé, il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu, qui ont essayé de discuter avec moi. J'ai discuté de manière, pour le coup, j'ai discuté de manière fortuite, mais j'étais vraiment en mode vacances. Hein. Je pense que ça s'est vu de toute façon. J'y tenais beaucoup parce qu'on a pas mal bossé. Il y a encore pas mal de choses qui nous attendent, mais c'était un vrai plaisir de vous voir en tout cas et vous m'avez pas embêté et si vous me revoyez, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà pour la petite précision. Yod, ceux qui arrivent, Yoa, Psycho 0x, Performer, Foxy, Bano BTC, Varios, John Deal, Midor Disnuts, ok. Impossible à prononcer, Mabatis 71, Rivers TV, Ripex, Tatan, Quentin, Erratic Ape, Drazi, BTC Invest, Willinia, Jojo 77 villes. Bref, yo à tous les potes, ça fait plaisir de vous voir. Yo à tous. En Vouli, on a commencé en mode cours magistral, mais en Vouli, vous inquiétez pas. Et moi, je vous propose d'enchaîner directement. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, déjà, sachez que, voilà, normalement, on est à 9990 abonnés sur YouTube. Donc, pas 10 000. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer la barre symbolique des 10 000. Merci beaucoup, en tout cas, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Également, donc, vous avez toujours en description des liens pour nous rejoindre sur Discord, nous suivre sur Twitch, tous les liens utiles, des choses qu'on va mentionner dans cette émission, comme les actualités. Et on va commencer avec l'actualité, justement. On va passer sur mon écran. Je te laisse mettre mon écran, Léo. Yes. Et c'est parti. Hop, normalement, on est bon. Superbe. Alors, juste petite précision, parce que moi, des fois, j'aime bien dessiner, voilà. On commence avec l'actualité. Un rapport hebdomadaire de Coinbase est sorti pour nous dire qu'il pressent une baisse de la pression vendeuse sur BTC. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a eu plusieurs épisodes, crash de FTX, crash de je ne sais combien de protocoles, des gens qui se sont liquidés sur Hero Capital, Genesis, patati patata. Suite à ça, on a eu l'ETF Bitcoin qui a fait que Grayscale, qui était dans une position assez délicate, notamment avec Genesis, a commencé à proposer la conversion de son produit GBTC vers de l'ETF, enfin se débarrasser du GBTC tout simplement, donc de la pression vendeuse constante. Et là, ça semble se calmer. Donc, qui dit moins de pression vendeuse, si face à ça, il y a de la pression acheteuse, ça pourrait signifier de la montée de prix. Alors, on n'est pas devin, bien entendu. On parle également de facteurs macroéconomiques qui sont plutôt avantageux avec une baisse des taux d'intérêt parce que c'est vrai que la Banque fédérale américaine n'a fait que monter ses taux au fur et à mesure. Là, les choses pourraient changer. Merci beaucoup, Nico, pour le sub. Affaire à surveiller. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant là ces dernières semaines, c'est que de mi-octobre à, je dirais, mi-janvier, ça a été pump, altcoin pump, bitcoin pump, etc. Là, depuis une dizaine de jours, ça s'est calmé avec un bitcoin qui range. De toute façon, tu nous en parleras. On a vu beaucoup d'altcoins fondre, à des exceptions près. Est-ce que, justement, ça va continuer de fondre ou est-ce que c'est pas le moment, justement, de profiter du fait que, voilà, ça a respiré un petit peu pour se repositionner? Je sais pas. J'aimerais bien ton avis là-dessus, Léo, d'ailleurs. Ouais. Même si on fera un point là-dessus dans l'émission. Bien sûr. De toute façon, je voulais en parler. Alors, pour les baisses de taux, c'est pas encore acté. Ouais. C'est la possibilité qu'il y ait une baisse de taux qui rend le marché assez optimiste. Après, je crois que historiquement, lorsque les baisses de taux commencent, en fait, c'est tellement pricé par le marché que ça a tendance à corriger historiquement de ce que j'ai vu, de ce que des gens assez impliqués dans la TradFi m'ont dit, mais évidemment à prendre avec des pincettes. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que on a eu FTX qui a liquidé ses positions. Ou en tout cas une bonne partie. On a eu Celsius qui a liquidé ses positions. On a eu Grayscale qui avait globalement plein de BTC avec un discount qui les revend pour un profit, ou en tout cas des gens qui étaient dans le trust de Grayscale qui veulent maintenant s'en sortir parce que les frais commencent à être assez impressionnants. Donc en soi, on a eu une pression vendeuse qui a été assez forte pendant toute la hausse, de ce que je comprends. Alors, j'ai pas toutes les preuves on-chain, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de ces entreprises, donc FTX, Celsius, Grayscale, etc., qui ont essayé de liquider des assets. Et pour autant, le prix a pas trop pris cher pour le moment. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que en soi, on a eu les ETF qui ont été approuvés, on a eu les ETF qui ont été listés et tradables. Et malgré ça, ça va, quoi. Je pensais qu'on aurait un sales news plus puissant. Alors, est-ce que c'est le temps que on instaure des structures baissières sur le prix et qu'on se retourne vraiment, ou est-ce que juste le marché a racheté très fortement
ces news-là, parce que en vérité, on est au même prix sur BTC que juste avant l'approbation des ETF, quoi. Alors que la narrative jusqu'à maintenant, c'était globalement, on a la halving et on a les ETF. Donc on a les ETF qui sont passés, mais ça va encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir ce que BTC va faire, parce que on est à 3 mois des 3 mois ou un peu moins de 3 mois de la halving, enfin le prochain halving de Bitcoin. Et à chaque fois on me dit oui, mais de toute façon c'est pricé, de toute manière ça va avoir de moins en moins d'effets, etc. Je veux bien entendre ces personnes-là, il y a aucun souci. Mais jusqu'à maintenant, la halving a eu un effet plutôt positif sur le prix, ou en tout cas, je sais pas si c'est une conséquence directe du halving, mais historiquement c'est ce qui s'est passé. Donc moi j'irai pas parier contre l'histoire. Évidemment qu'on peut retracer, mais genre les gens qui disent oui c'est ouais, et à chaque fois on nous dit les halvings c'est pricé, les halvings vont avoir de moins en moins d'effets, etc. Bah prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Alors peut-être que ce cycle-là on nous prouvera le contraire, mais je trouve que c'est, enfin, j'ai l'impression que c'est un popular take, en tout cas c'est une opinion plutôt populaire de dire le halving va avoir de moins en moins d'effets, c'est pricé, blablabla, alors que historiquement on n'a rien pour étayer ces propos-là, à mon humble avis. Donc je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, en vrai je suis plutôt chaud d'avoir vos retours, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Cette fois-ci c'est différent, et jusqu'à maintenant c'est pas différent. Ouais, alors d'ailleurs généralement ça commence à se reprendre un peu avant le halving, hein, d'ailleurs. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois en fait la baisse de prix depuis le top du cycle précédent est violent, pardon, et ça se reprend. Donc la dernière fois c'était le crash Covid, et puis dès qu'il y a eu la fin du crash Covid, ça s'est bien repris. Là on a eu le crash FTX, ça a bien fondu. On a eu ce qu'on peut appeler peut-être le bottom autour des $16 000 fin 2022. Alors, est-ce que c'était le bottom? Est-ce qu'on va revenir chatouiller des $30 000, des $25 000? On n'est pas devin. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on dit toujours que un marché est haussier lorsque les news négatives ne font pas d'effet, que les news positives font de l'effet, et qu'un marché est baissier lorsque les news positives ne font qu'un effet et que les news négatives font de l'effet. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois le sell the news sur les ETF qui n'en est pas vraiment un pour l'instant, ou en tout cas on a eu un petit retracement de 20%, enfin de 18 je crois, quelque chose comme ça, 18-19, mais ça aurait pu être un peu plus dramatique. Et on a quand même des bitcoins de Grayscale qui sont déposés en masse sur la custody de Coinbase, ou même sur des exchanges pour les vendre. Donc est-ce que ces BTC sont vendus? Je sais pas. Enfin peut-être qu'il y a des sources pour le valider, pour le certifier, mais en tout cas t'as un marché qui rebondit alors qu'on est en train de nous dire il y a des milliards de dollars, ou en tout cas des centaines de millions de dollars qui sont déposés pour potentiellement de la vente. Donc pour moi actuellement c'est plutôt un marché qui est fort. Après techniquement, graphiquement c'est autre chose, dans le sens où moi j'ai toujours des targets un peu plus bas, etc. Mais si on commence à casser les 44 500, les 45 000 dollars, et qu'on n'a pas de structure de retournement dans cette zone-là, il y a un monde où ça va straight up. Donc je pense qu'on va être vite fixé. De toute façon j'en parlerai un peu après, mais enfin voilà, sur BTC, rien de trop inquiétant, on est juste dans des ranges, on consolide après le mini sell the news des ETF. Et pour moi, ce qui va être assez intéressant, c'est Ethereum, parce que en fait, on a le halving de Bitcoin qui arrive. Je pense que Bitcoin peut encore gagner de la dominance jusqu'au halving. En tout cas, ça me semblerait pas totalement déconnant. Et s'il gagne de la dominance et que le marché dump pas, c'est probablement que Bitcoin pump. Et du coup, de ce fait-là, peut-être que le marché pourrait se dire ok, les ETF c'était pas si bearish que ça, et du coup les gens pourraient se dire ok, ça fait vraiment sens de se placer sur la narrative ETF de Ethereum, surtout que Ethereum a bien retracé depuis son top récent. Encore une fois, j'essaye pas de timer absolument tout, hein, mais moi j'ai acheté des Ethereum en spot pour les mettre en restaking. Si Ethereum fait moins 50%, je m'en fous, mais au moins j'ai un petit bac dans le train en restaking avec un yield supplémentaire avec les points d'Eigenlayer, etc. Et si jamais ça commence à accélérer sur cette narrative ETF Ethereum, je serai placé, parce que en fait cette narrative là on nous a parlé, ça pump super violemment et ça dump. Je vais j'étais le premier critique dessus, tu sais, j'étais en mode ok, mais bizarre la narrative, alors que on avait pas mal d'éléments pour pump. Mais je me demande si maintenant qu'il y a moins de gens sur Twitter qui parlent de cette narrative ETF Ethereum, est-ce que ce serait pas le play, en fait. En tout cas, c'est ce à quoi je réfléchis à haute voix. Parce que là, aujourd'hui, sur Twitter, ça parle plus du tout des ETF Ethereum, hein, et ça parle plus du tout d'ETF, hein, tout court. Donc, je me demande si c'est pas ces moments-là où il faut prendre du recul et réfléchir à tout ça. J'ai beaucoup parlé, mais...
Il y a pas de souci. Bah écoute, on va continuer d'accumuler les éléments. On a beaucoup d'actualités, mais je pense qu'elles sont vraiment intéressantes cette semaine, les actualités, notamment avec FTX qui annonce le remboursement complet de ses clients, mais il y a un mais, et renonce au redémarrage de l'exchange. Alors déjà, il y aura pas d'FTX 2.0, donc pour le moment, le token FTT n'a toujours aucune valeur. Pourtant, il s'échange quand même sur les marchés. Il n'est pas tombé à zéro. Il a pris une claque avec l'actualité, mais pas une giga claque non plus. Franchement. Il a pris moins de 40%, non? Putain, mais moi, il marche plus CoinGecko chez moi. Ça m'énerve. On va regarder ça tout de suite. Cours du FTT, depuis un mois, il a pris un petit de 8 à 1.7, ouais. Tu vois, donc... Ouais, il a quand même, il a pris quand même une claque. Putain, j'avais pas fait gaffe, quand même. Mais il a toujours de la capitalisation, hein. On est quand même sur une FDV de 600 millions, capitalisation de 560 millions pour un truc. En tout cas, moi, j'irais plus y toucher. Mal, hein. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait un peu ce play de FTX se relance, le FTT, blablabla. Maintenant, j'ai juste l'impression que le FTT n'aura plus d'utilité. A priori, de ce qu'on nous communique officiellement, hein, peut-être qu'on va nous faire des folies, hein, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et du coup, s'il n'y a pas cet espoir-là, et qu'en plus de ça, FTX est le plus gros détenteur de FTT, est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce qu'ils vont les garder jusqu'à zéro? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a plus de downside que d'upside actuellement. Fondamentalement. Alors après, encore une fois, le fondamental avec moi, vous connaissez, hein, mais oui, mais après, bon, quand il est question du FTT, je pense que tu connais bien ton sujet quand même, fondamentalement. Ouais. Après, ce qui a été intéressant, c'est Arthur Hayes qui nous faisait une espèce de prédiction qui, au final, bon, là, pour le moment, le FTT, c'est niet. Bref, long story short, nous, on n'y touche pas. Ça pue des fesses, on va quand même surveiller, mais là, pas très intéressant. Et donc, du coup, FTX qui annonce le remboursement complet de ses clients, il faut comprendre que le remboursement complet, oui, mais au prix daté de novembre 2022, c'est-à-dire quand le marché a dévissé complet. On se retrouve donc avec un BTC remboursé autour des $18 000, un ETH à $1 300. Alors, c'est sûr, pour ETH, vaut mieux $1 300 cuissant, je suis d'accord. Mais enfin, actuellement, l'Ethereum, il est à 2003. Et il a beaucoup plus de potentiel. Même chose pour Solana. C'est sûr, vaut mieux avoir un Solana à $18 qu'à 8. Mais bon, le Solana, actuellement, il est autour des $100. On récupère on récupère genre entre 50 et 75% en moins de la valeur qu'on aurait dû obtenir si on nous remboursait proprement, quoi. Après, bon, au moins on récupère quelque chose, j'ai envie de te dire. Mais ouais, c'est... J'ai vu qu'il y avait aussi des plaintes, ou en tout cas qu'il y avait des gens qui essayaient de se rassembler pour essayer d'obtenir un remboursement à une meilleure valeur, etc. Parce qu'il y a un monde où, en fait, s'ils disent concrètement, on va être capable de rembourser 100% des users à cette valeur-là, c'est que s'ils l'annoncent officiellement, ça veut dire qu'ils ont plus que ce qu'ils doivent rembourser aux utilisateurs. On est d'accord? Ouais. Enfin, tu peux pas dire on rembourse 100% et avoir 80%, tu vois. Donc, c'est-à-dire que t'as 105, 110, 120, 130% à ces valos-là. Donc, c'est-à-dire que cet argent-là, il va devenir quoi? Où est-ce qu'il va aller, etc. On le sait toujours pas. Mais tout est soumis à interprétation. En plus, tu vois, là, ils veulent déjà vendre, alors, ils disent ces parts, 1 milliard. Est-ce que c'est toutes les parts pour 1 milliard ou est-ce que c'est une partie des parts? Je sais pas. Je sais plus. Je crois qu'il était question de 8 ou 9% des actions disponibles dans la boîte. Je sais plus s'ils avaient eu plus que ça. Peut-être que des gens dans le chat ont l'information. Ce serait vraiment. Parce qu'ils avaient mis quoi? Ils avaient mis 150 millions et le truc il a fait fois. Ouais, c'est peut-être toutes leurs parts en fait. Je serais tenté de dire que c'est toutes les parts. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'info, Anthropic c'est une boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle. FTX a investi dedans avant son crash et la boîte elle a pris énormément en valorisation. Donc du coup ils sont sur une belle plus-value et là ils veulent dégager leur plus-value pour justement récupérer des liquidités. C'était pas Amazon et tout qui s'était placé? Je sais plus si c'était Amazon ou Google ou. Si, il y en a d'autres des boîtes qui se sont placées aussi sur Anthropic. Même je suis pas sûr en fait pour Microsoft. Mais bref. Mais du coup, est-ce que dans ces 100% qui nous disent qu'ils vont nous rembourser entre guillemets au valo du bottom, est-ce que ça inclut le fait qu'ils vont récupérer ces 1 milliard ou est-ce que c'est de l'argent qu'ils vont avoir en plus à nous donner ou qu'est-ce qu'ils à mon avis, on va encore avoir des informations au fur et à mesure. De même pour la valo parce que si effectivement il y a des gens qui portent plainte en mode ouais bon les gars vous êtes quand même en train de bien nous assommer, il y a peut-être un arbitrage en fonction des fonds qui vont être récupérés. Donc on n'a pas le fond de l'histoire au final. Ouais, mais en tout cas je pense que entre grands guillemets, vendre ses claims maintenant, ça a plus d'intérêt qu'avant, dans le sens où, en fait, avant, t'avais potentiellement l'upside de FTX se relance, on a des actions de FTX 2.0, blablabla. Alors que, du coup, maintenant, t'as plus trop de cet upside-là. Maintenant, t'as juste l'upside de, peut-être que on sera pas remboursé à 100% de la valeur au bottom, peut-être que ce sera 110, 120, 130, j'en ai aucune idée. Mais, voilà, après le problème c'est que est-ce que c'est facile de vendre sa claim maintenant? Est-ce que en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup le truc c'est que s'ils remboursent les users et qu'on a une date
à laquelle, genre en mode vraiment communiqué officiellement, à laquelle on va se faire rembourser, est-ce que le marché va pas juste anticiper le fait qu'on pourrait avoir un inflow de plusieurs milliards de dollars sur le marché? Parce que les gens qui vont se faire rembourser, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas vouloir réinjecter dans le marché, mais je pense qu'il y a probablement entre 30 et 50% des gens qui vont quand même au minimum vouloir se replacer sur le marché. Je pense donc que ça fait un inflow assez... Non, c'est quand même... on parle quand même de l'argent qu'il y avait sur FTX, c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, c'est de l'argent pour du volume. Dire c'est de la pression acheteuse ou de la pression vendeuse, là, on est vraiment dans... ça peut pas être de la pression vendeuse, ça peut être que de la pression acheteuse. Ils récupèrent leurs fonds comment? En dollars obligatoirement? En dollars, ouais. Ok. Ouais, donc là, ça peut que être de la pression. Moi, j'ai compris qu'on sera remboursé en dollars. Hein. Ouais. Donc, un inflow, c'est le fait que, genre, il y ait de l'argent qui rentre, en fait, sur un marché. Et un outflow, c'est le fait qu'il y ait de l'argent qui sorte. Genre, quand on dit il y a tant d'inflows sur un ETF, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est rentré dans cet ETF. Quand il y a de l'outflow, c'est genre que l'argent est sorti de ces ETF-là. Et la même chose pour le marché. Mais, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, genre, 8, 9 milliards ou 10 milliards de dollars de volume sur le marché, sur les dérivés, c'est rien. Mais ce qui fait aussi bouger les dérivés, c'est le spot, parce que les dérivés sont 100% corrélés avec le spot. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si t'as un marché sur le spot qui est pas très liquide, et que t'as 8 ou 9, 10 milliards de dollars qui pointent leur nez, en tout cas, sur des altcoins, c'est sûr que ça fait tout péter, quoi. Ouais, c'est sûr. Plus l'information pricée, enfin bref. C'est ça. Donc, quand on aura une date, ça va être intéressant parce que il y a peut-être un monde où le marché, en fait, l'anticipe. Et du coup, la question, c'est, est-ce que vaut mieux vendre sa claim à 75-80% et pouvoir se positionner maintenant, ou attendre de se faire rembourser et acheter après que le marché l'ait anticipé et l'ait pricé? Je sais pas. C'est une réflexion à voix haute. Moi, pour l'instant, j'ai pas prévu de vendre mes claims. J'ai pas vendu mes claims. Mais voilà, au moins, je vous présente un petit peu ce que j'ai en tête, tout simplement. Maintenant, on va parler d'Ethereum. Toi, t'aimes bien me parler d'ETF, Ether. Moi, j'aime bien parler de proto donc sharding. Donc, voilà, pour vous résumer comment ça se passe sur Ethereum, il y a plusieurs testnets. On a eu un premier testnet Go Early où, justement, le dernier hard fork est passé, mi-janvier. Cette semaine, on a du coup le deuxième testnet Sepolia où ça s'est bien passé. Il nous reste donc un dernier testnet qui s'appelle Oleski. On va essayer de pousser ce hard fork en sachant que c'est prévu pour le 7 février, je crois, aux dernières nouvelles. Et donc, si ça se passe bien, si cette nouvelle mise à jour du client passe correctement sur tous les testnets, ils vont pouvoir préparer justement le passage sur le mainnet. Donc, au final, comme attendu, je pense que ça va se passer en mars. Donc, en mars, Ethereum sera beaucoup plus optimisé pour les roll-ups. Et donc, derrière, les roll-ups vont pouvoir reporter le coût des transactions sur leurs utilisateurs. Alors, je répète souvent la même chose, mais je sais que c'est pas bien cerné pour tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que après cette mise à jour sur Ethereum en mars, potentiellement, eh bien, on va avoir des frais de transaction beaucoup plus bas sur les roll-ups. Et là, je parle uniquement de la mise à jour sur Ethereum. Si en plus de uniquement sur les roll-ups. Voilà. Si en plus de ça, les roll-ups commencent à faire des bidouillages pour stocker une partie des données sur du Celestia, etc., les frais vont encore baisser. Par contre, il y a un nouveau débat, et ça, c'est Abdel qui m'en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un layer 2 soit considéré comme un roll-up sur Ethereum, il faut impérativement que les données de preuve et les données de transaction soient stockées sur Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une partie des données est stockée sur Ethereum, une autre partie est stockée ailleurs, type Celestia ou autre, eh bien ça s'appelle plus un roll-up. Ça s'appelle soit un Validium, soit un Celestium, peu importe. Et donc il y a toute une décision politique par rapport à ça. Donc par exemple, tu vois, on va y venir, mais tu as Starknet qui a annoncé un partenariat avec Celestia, tu vois, un petit peu plus bas, pour ses Layer 3. Pourquoi? Parce que justement, Starknet souhaite rester un roll-up d'Ethereum. Donc, le stockage au niveau du roll-up Starknet, ça reste purement Ethereum. Mais si des développeurs veulent utiliser la stack technique de Starknet pour créer des Layer 3 en surcouche de Starknet et stocker une partie sur Celestia, ils le peuvent. Mais à ce moment-là, ça s'appellera plus des roll-up. Ça s'appellera des Celestium, des Validium, etc. Ce que je veux dire, c'est que en soi, genre pour qu'on soit vraiment dans la vision d'Ethereum, faut que absolument tout soit stocké sur Ethereum pour ce qui concerne les Layer 2, ou en tout cas la majorité, et qu'à partir du moment où tu déportes des choses, bah t'es plus considéré comme un roll-up, et que du coup, eux, ils préfèrent le faire sur un Layer 3 pour rester un vrai roll-up sur le Layer 2. Voilà, pour que tu t'appelles roll-up, tout est sur Ethereum. Dans la vision d'Ethereum, il y a du stockage off-chain, d'où ce que je montrais juste avant, les Validium, etc. Ça aussi, hein, c'est des trucs dont Vitalik a parlé il y a très longtemps. Ça reste dans la vision d'Ethereum, mais ça s'appelle plus un roll-up. Mais s'ils le font pas, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question.
C'est-à-dire, bah, c'est que de la politique. C'est de la terminologie, de la politique, et derrière peut-être que ça va avoir des incidences sur, je sais pas, s'il y a des grants de l'Ethereum Foundation ou des gens de l'écosystème. Ça, j'avoue que le fond du fond, je ne l'ai pas. Pour moi, c'est que de la politique. Et tu vois, vu que Starknet ont toujours dit, nous, on sera que sur Ethereum. Tu te souviens, hein, on avait interviewé le cofondateur de Starkware. Ouais, Eli Ben Sasson. Il nous disait non, bon, regarde pour Bitcoin, machin truc, mais nous, c'est que Ethereum. Et tu vois, donc c'est que Ethereum, pas de Celestia sur le layer de Starknet. Du coup, il y a quelqu'un qui pose une question. Du coup, on paiera toujours nos transactions aussi chères sur Ethereum Je pense que oui. Alors, du coup, avec la nouvelle mise à jour d'Ethereum, non, ça va bien baisser. Genre, ça va bien diviser par 10, je pense. Sur Ethereum, le layer 1. Alors, en gros, cette mise à jour ne change absolument pas les frais au niveau du Layer 1 Ethereum. Donc, vous allez continuer de vous faire péter le cul au niveau des frais sur Ethereum. Voilà. Non, mais ça, qu'on se le dise, ça, faut bien le comprendre. Cette mise à jour, elle sert uniquement à permettre au Layer 2 d'Ethereum de payer moins de frais parce que justement, les Layer 2 d'Ethereum vont pouvoir stocker des données éphémères sur Ethereum, tandis qu'aujourd'hui, les données stockées sur Ethereum, elles restent tout le temps. Et donc, comme c'est des données qui restent de manière éphémère, on va pas les pricer de la même façon. Et donc, c'est pour ça que c'est moins cher. Et donc, si c'est moins cher de stocker sur Ethereum pour les Layer 2, ça va être moins cher après pour les utilisateurs d'utiliser les Layer 2. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Donc, voilà. Le Layer 1 reste une blockchain de riche, quoi. Le Layer 1 reste une blockchain de riche, exactement. Parce que justement, mais c'est la vision, quoi. C'est pas. Ouais. Voilà, parce que la vision elle est que si tu veux stocker sur Layer 1, tu prends de l'espace de bloc. Cet espace de bloc, il est précieux, donc tu rack. Et si comme sur Bitcoin, en réalité. Voilà. Et si tu veux pas racker, tu passes sur des Layer 2 ou des Layer 3 ou des Layer 10 milliards. J'ai vraiment hâte que tous les Zk Rollup, etc. sortent. Pour moi, c'est vraiment ça qui peut changer un petit peu la gueule de l'écosystème, et j'ai vraiment hâte de voir ce que vont faire les Arbitrum, les Optimism, etc. à ce niveau-là. Tu vois, enfin, tu disais que Arbitrum était plus ou moins prêt à prendre le tournant Zk. Je crois avec, je sais plus c'était Stylus ou d'autres approches, etc. Mais ouais, pour moi ça va être vraiment intéressant, et ouais, je suis assez curieux de ce qu'ils vont faire, parce que peut-être qu'on pourra en parler juste après, mais j'ai regardé les tokens unlock, en tout cas les unlock de jetons sur Optimism, Arbitrum, etc. Cette année, ça va être du costaud, tu vois, en termes d'unlock. Donc, il va falloir en créer de la narrative pour que ça pète bien. Après, si marché aussi est de zinzin, dans tous les cas, s'il y a de la demande, ça compensera, mais il faut prendre ça en compte, et on est dans un marché où on aime bien valoriser les choses qui sont assez nouvelles plutôt que les choses assez anciennes. Exact. À part pour le gros, comme Bitcoin, Ethereum, et certains Layer 1. À part le top 150 qui fait toujours un marketing de zinzin. J'irais même pas, j'irais le top 10-15. Ouais. Ça dépend des projets, je dirais. Mais voilà, là je vous mets en face des yeux L2Fis, qui est un site qui référence les prix approximatifs des plus gros roll-up d'Ethereum. Vous pouvez voir du coup qu'une simple transaction, elle est estimée dans le cas de Loopring et d'autres projets de Zk à quelques centimes. Starknet un petit peu plus cher, 13 centimes. Le swap de token, comme c'est une transaction plus complexe, et bien du coup c'est beaucoup plus cher. Et donc c'est ces frais-là qui vont être divisés par 10. Et on me dit dans le chat, mais du coup si c'est divisé par 10, ça veut dire que les gens vont en faire plus de transactions et au final ça va se rééquilibrer. Absolument. Absolument. S'il y a beaucoup plus d'activité, au final, on va retrouver des prix qui sont totalement mirobolants. Après, si on divise par 10 les frais, je pense pas qu'on fera 10 fois plus de transactions. Mais, parce qu'en gros, le set de users reste le même, tu vois. Genre, si t'as 10 000 users, même si les frais baissent, genre, ces users-là vont pas faire 10 fois plus de transactions, je suppose. Après, on voit des choses on suppose. Après, on voit des choses assez intéressantes, tu vois, sur Solana, notamment avec Jupiter et le système de DCA, où en fait, les frais de transaction te coûtent tellement peu cher. Tu peux faire un DCA où genre en mode toutes les minutes t'achètes une crypto toutes les minutes pendant 7 jours si tu veux, et du coup en fait ça fait énormément de transactions, donc à voir, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, parce que Zk Rollup qui arrive, Solana qui est costaud, j'ai hâte de voir si genre ces mises à jour là vont donner de la force aux layers 2 d'Ethereum et peut-être mettre une gifle à Solana, ou est-ce que ça va absolument rien changer. En tout cas c'est la question que je me pose, parce que actuellement, c'est aussi ça la force de Solana. Bon, il y a pas que ça dans la force de Solana, parce que avoir des frais qui sont faibles, c'est bien,
Mais si t'as de la liquidité et des apps qui sont fragmentées sur chaque layer 2, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, bah c'est une des priorités. Hein. La fragmentation des liquidités, c'est une priorité. Et d'ailleurs, tu as des initiatives qui commencent à être créées. Je crois que c'est Agre Layer de Polygon, par exemple, qui va justement créer des espèces de couches où tu vas pouvoir mutualiser les liquidités. Tu vois, par exemple, là, c'est intéressant d'en parler. Là, tu sais que Polygon, tu as Polygon Proof of Stake qui est la première chaîne. Tu as Polygon ZK-EVM qui est une chaîne de type roll-up dans l'écosystème Polygon. Tu vas en avoir une autre, ça va s'appeler Polygon Midden. Tu vas avoir d'autres trucs qui vont se construire par-dessus, comme par exemple ImmutableX, le roll-up dédié à NFT, gaming, etc., qui est basé dessus. Et donc, ils créent une couche pour agréger les liquidités. Et donc, des protocoles qui vont agréger des liquidités pour les roll-up, on va en voir aussi. Mais c'est un peu une machine à gaz, tu vois. Parce que tu sais jamais quels projets sont dedans, quels projets le sont pas, quel va être le parcours utilisateur. C'est ça qui est problématique à chaque fois. D'un point de vue investisseur, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que, en gros, on sait pas encore quel layer 2 va gagner. Enfin, en tout cas, dans un sens, quel layer 2 restera majeur ou sera le plus gros, parce que la vision d'Ethereum, c'est quand même d'avoir plein de layer 2 aussi. Mais j'ai l'impression que sur les layer 2, tu vas avoir davantage une chaise musicale que sur d'autres choses, comme par exemple la data availability, dans le sens où Celestia en vrai travaille avec tout le monde, et donc ça reste une sorte de fondation qui va être stable, et tu sais que même s'il y a des nouveaux layer 2, ils utiliseront probablement Celestia. Or, si tu mets de l'argent sur un layer 2, t'as aucune certitude que ces layer 2 ils soient genre performants à l'avenir, très utilisés, qui gagnent des parts de marché, etc. Donc même si c'est de l'infra, je pense que le safe bet, c'est d'être un peu sur des choses qui serviront de fondation à tous ces roll-ups. Et du coup, on pense à Celestia, on pense à Dimension, on pense à Altlayer, je sais pas, peut-être d'une certaine manière. On pense à tout ce qui est... Ouais, alors... on pense à Ethereum. Je vais agrémenter. Alors, côté roll-up, le truc, c'est que les roll-up, au final, les vrais kings, pour le moment, en utilisé, je parle, c'est Arbitrum Optimism, parce que justement, il y a plein de trucs qui sont construits en surcouche d'Arbitrum, plein de trucs qui sont construits en surcouche d'Optimism. Ouais, mais Optimism, regarde. Après, il y a les OpiStack, regarde avec Base qui utilise l'OpiStack, etc. Donc, c'est ça. Mais tu vois, est-ce que tu vois qu'est-ce qui va se passer avec Base? Genre, si tu vois que t'as des ZK Rollup qui sont performants, etc., c'est ça qui est le plus proche de la vision d'Ethereum, ça va dépendre à quel etc. point Coinbase va être capable de pousser le truc, et la communauté de Coinbase aussi. Voilà. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, l'OpiStack va proposer des solutions ZK. Pour moi, il n'y a pas le choix. Oui, non, mais moi, je pense aussi qu'on va avoir des trucs hybrides. Ou alors, parce que tu vois, la problématique de l'optimistic rollup, c'était les frais, c'était la vitesse des transactions. Mais avec tout ce qui est risk-taking, etc., on va pouvoir aussi booster les optimistic roll-up pour proposer des withdraws instantanés, des frais plus bas, des trucs comme ça. Donc franchement, rien n'est signé. C'est-à-dire que quand Vitalik a dit ouais, les ZK roll-up c'est nettement au-dessus des optimistic roll-up, il n'y avait pas tout ce game de risk-taking. Aujourd'hui, les dés on relance les dés, on va dire. Surtout que t'as pas de gros ZK roll-up qui est largement adopté actuellement. Non. Clairement pas. T'as quelques ZK EVM, donc Polygon et ZK Sync. Voilà. Pourquoi ZK Sync c'est pas plus utilisé? Genre, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser davantage ZK Sync? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas assez de choses qui soient build dessus? Est-ce que c'est parce qu'il manque une pièce ou parce que ils sont déjà en mainnet, non? Ouais, c'est parce que ça manque de, je sais pas, ça manque de traction sur les diapes. Ouais. Après, ça peut changer. Moi, je vais pas dire de mal de ZK Sync. Il peut se passer des trucs. Ça va être une question de performance, de frais, d'écosystème. Il y a des gens dans le chat qui disent que c'est cher ZK Sync encore. Bah écoute, moins que Starknet visiblement, mais ça reste de la ZK EVM. Tu vois, Polygon, ZK Sync. C'est vrai que Starknet c'est cher. Starknet c'est cher pour le moment. Mais du coup, ça va être moins cher avec la mage Ethereum dont tu parlais. Mais pour tout le monde. Ok. Dans tous les cas, c'est moins cher pour tout le monde. En fait, la question c'est, genre philosophiquement, le ZK c'est mieux. Genre t'as moins de risques, c'est plus pur. Ouais, le ZK c'est parce que t'es pas optimiste, genre juste tu te bases sur des preuves mathématiques. Mais la question c'est, est-ce que les users en ont quelque chose à foutre? Non, ils en ont rien à foutre. Dans le sens, est-ce que eux, genre s'ils peuvent payer 1 centime à gauche et genre être optimistes entre grands guillemets et payer 3 ou 4 centimes et être sur la vision avec des preuves mathématiques, qu'est-ce qu'ils vont choisir, tu vois, dans ces cas-là? Pour moi, ce qui pourrait genre faire bouger les choses, c'est des grosses dApps, c'est de la TVL, c'est, tu vois, des gros fonds peut-être qui apportent de la TVL sur ces trucs, sur ces ZK Rollup. Mais d'un point de vue pur user, je pense que ce qui compte le plus, c'est d'avoir un truc qui est fluide, qui fonctionne et avec peu de frais. Et donc dans ces cas-là, je me dis,
Solana. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est la question que je pense que beaucoup de gens se Et posent. le potentiel spéculatif aussi. Donc moi, tu vois, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais on sait que le jeton ARB sert aussi de gas token pour ses layer 3. Et on sait qu'il y a plus de 50 projets qui vont construire des layer 3 par-dessus. Je pense à Comet, je pense à Xai qui va être un layer 3 dédié au gaming, etc., etc. Donc tu auras de la valeur qui va ruisseler sur le ARB. Aujourd'hui, le token Optimism, il sert uniquement à la gouvernance. On me demande dans le chat, Base, quand est-ce qu'il y aura un airdrop? Il n'y a pas d'airdrop annoncé sur Base. Je suis même pas sûr qu'il y aura un jeton. T'es sûr que c'est pas un gas token? Aujourd'hui, à ma connaissance, ce n'est pas un gas token. Ouais. Peut-être des gens dans le chat pour confirmer, parce que moi j'utilise vraiment zéro Optimism. Non, pour le moment, c'est pas un gas token. En tout cas, dernière nouvelle, j'ai dans mes notes un petit document d'ailleurs, Tokenomics Tracker, que je vous remets dans le chat parce que vous êtes sages. Merci beaucoup. Parce que je crois, c'était pas la... Regarde, ARB, gas token, hop, gouvernance. Ok. Donc voilà. Et pour ce qui est du pôle de Matic, on sait pas trop encore aussi. J'avoue les gars, il y a peut-être des gens qui savent plus que moi, mais on entend moins parler de Polygon en ce moment. La transition finale à pôle, je sais pas trop ce que ça a donné. Par contre, je sais que le pôle servira de gas token pour certaines des chaînes. Si on revient sur ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, le roll-up ZKEVM de Polygon, le gas token, c'est l'Ether, c'est pas le pôle. Par contre, tu vas avoir d'autres blockchains, donc d'autres roll-up, d'autres layer 2, d'autres layer 3, etc. de l'écosystème Polygon qui vont se servir du pôle comme de gas token. Un peu comme Optimism et Arbitrum, ouais. Ouais, exactement. En fait, ce sera au cas par cas en fonction des roll-up. En tout cas, moi, je check graphiquement le Matic parce que plus personne en parle. Ouais. Et je me dis, s'ils font des mages, game changer. Et en fait, ce qui était aussi impressionnant, c'est, je sais pas si t'as vu récemment, mais il y a Celsius qui a liquidé beaucoup de Matic. Je pense que vous avez peut-être vu passer ça dans VTL sur X. Il y avait vraiment Celsius, je crois, qui était en train de dumper à mort du Matic. Et bon, le prix a pris relativement cher, parce que c'était quand même des grosses sommes. Mais ça l'a pas non plus envoyé aux abysses non plus. Et si je commence à avoir un graphique qui est plutôt bullish et tout sur Polygon, je pense... Attends, c'est top combien? C'est top 14, quand même. Je pense que je me placerai dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, c'est plus le cas. Mais je pense que je me placerai dessus davantage si je vois un truc sympa graphiquement qui me fait peut-être penser que des insiders se placent, ou en tout cas que les gens regagnent de l'optimisme dessus, sans mauvais jeu de mots. Alors c'est vrai qu'il y a eu 19% des effectifs de Polygon qui ont été virés, on a vu la news cette semaine. On me dit dans le chat ça pue un petit peu, moi je trouve pas, c'est juste du licenciement économique. Moi franchement les gars Polygon, là c'est vrai on en entend moins parler en ce moment, mais Polygon niveau marketing ils sont vraiment très chauds. Ils ont une place quand même importante dans l'écosystème et ils sont à tous les râteliers. Ils ont une chaîne Proof of Stake, ils ont une chaîne ZKEVM qui fait le taf. Ils vont avoir Polygon Middle, ils vont déployer plein de produits. Donc du coup, ils pourraient se recréer une place indispensable dans l'écosystème. Donc moi, surveillez-le. C'est pas que ça qui m'optimiste. Je vais juste partager mon écran rapidement. Ouais. Tu me dis quand c'est fait. Hop. Tac, voilà, c'est fait. Moi, ce qui me rend optimisme, d'une certaine manière, c'est que le plus gros de l'émission de jetons est passé, en fait. Et chose qui n'est pas le cas sur Arbitrum et Optimism. C'est-à-dire que là, t'as quasiment 100% des jetons qui ont été unlock. Donc, oui, les DinoCoin probablement performeront moins bien parce que c'est plus dur de retourner en découverte de prix et que c'est plus facile pour les autres d'y retourner, enfin, en tout cas d'y aller. Mais t'as 100% des jetons qui sont disponibles, donc moi je ferai attention à ça, parce que les Arbitrum, les Optimism, etc., il y a des gros unlocks à venir. Oui. Et si jamais t'as une narrative qui est bullish sur Matic, peut-être que le fait que la majorité du supply soit disponible peut accélérer les choses. Ouais, et s'ajoute à ça le fait que sur Optimism Arbitrum, t'as une partie du déblocage où c'est un peu au bon vouloir de la fondation qui est censée être gouvernée par les gens, mais on l'a vu, en tout cas dans le cas d'Arbitrum, que c'était un peu une gouvernance clin d'œil. Donc des fois, ils peuvent débloquer des airdrops. C'est très grave ce qui s'est passé sur ça. Ça leur prend comme... Non, mais tu sais, les gars, ils se lèvent un matin, ça leur prend comme une envie de chier. Bah tiens, je vais débloquer des jetons pour les vendre à tel market maker, machin. Franchement, les gars, c'est pas terrible. Alors la couche technique, elle est bonne, mais niveau marketing, on a vu mieux. Moi, je trouve que niveau marketing, Polygon, ils sont violents. Donc c'est exactement ce qui a été dit dans le chat. Là, en ce moment, on entend moins parler de Matic parce qu'on a tellement été habitué à se faire manger le cerveau de marketing et d'annonce que là, on est en mode qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Mais d'un autre côté, quand ça va partir, les gens vont se ruer dessus. Je pense. Il y a un message qui est assez intéressant dans le chat qui dit justement Matic a vouloir courir à plusieurs lièvres en même temps, c'est le meilleur moyen de tout louper, sauf faut que Matic fasse des grosses annonces prochainement pour remonter, oui. En fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème...
c'est que la narrative est claire pour, je pense, Arbitrum, Optimism, Starknet, Celestia. Genre, ça bombarde un mot et on sait à quoi s'en tenir, en fait. Là où, en fait, Polygon sont sur plein de terrains en même temps. Et du coup, peut-être que d'un point de vue narrative, ou en tout cas d'un point de vue vision, les gens ont peut-être un peu plus de mal à se projeter. Je sais pas, c'est de la spéculation, hein, mais je pense que ça peut s'entendre. Du coup, on va revenir dans nos petites actualités. Écran. Ouais. C'est vrai qu'on est parti un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est hyper cool, important d'en parler. Ouais. C'est hyper important d'en parler. Donc, en résumé, Ethereum s'attendre à une mise à jour de son mainnet pour mars, avec un impact direct positif sur les roll-ups et l'utilisation des roll-ups. Soyez pas naïfs. J'ai pas d'infos insider, mais vous inquiétez pas que les Arbitrum, Optimism, Manta, Metis, Starknet, zk-Sync, quand il y aura la mise à jour d'Ethereum, ils vont tous se synchroniser pour faire du push marketing, pour ramener un peu les projecteurs sur eux, parce qu'ils auront tout intérêt à le faire en fait. Parce qu'à ce moment-là, ils auront juste à nous dire, regardez les gars, maintenant c'est pas cher, on va pouvoir faire plein de trucs, on va pouvoir faire des jeux vidéo on-chain beaucoup plus rapides, on va pouvoir faire des réseaux sociaux qui sont beaucoup moins chers, et ça va créer de l'usage, tu vois. Par exemple, on parlait de Polygon, Lenster qui est un réseau social on-chain, c'est basé sur Polygon. Et aujourd'hui, c'est un réseau social qui n'est pas ouvert à tout le monde. Parce que justement, il y a des problèmes de charge, il y a des problèmes de frais. Si les frais baissent, ils vont pouvoir augmenter la taille de leur réseau social. Donc, c'est des trucs à prendre en considération, je pense. Ensuite, alors ça franchement, la news, elle est folle. Tether annonce des profits records de 2,85 milliards de dollars pour un trimestre. Pour un trimestre. C'est-à-dire que les gars... Avec notre argent. Les gars, cette année 2023, ils ont fait un profit de 6,2 milliards. Au calme. Les gars déglinguent. C'est plus que des exchanges. Les gars déglinguent des banques et des exchanges. Donc pour ceux qui se posent la question, comment ils font de l'argent ? En fait, ce qu'ils font, c'est que pour créer du Tether, eux, ils encaissent des dollars de différentes façons, sous forme de cash, sous forme de bons du trésor, sous forme de différents produits estimés en dollars. Et ensuite, ces produits, ils les font travailler. Et ils génèrent un rendement, je sais pas, 1, 2, 3, 4% à l'année, peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, Tether, c'est plus de 100 milliards de dollars de capitalisation. Donc, quand tu fais 1% de 100 milliards, tu fais quand même 1 milliard, copain. Donc, les gars, bear market ou pas, ils mangent, en fait. Alors que tout le reste de l'écosystème est en PLS. C'est ça qui est fou. Et regarde le sourire qu'il a sur sa pépé. Est-ce que c'est pas magnifique ? Franchement, c'est le plus beau sourire que j'ai jamais vu, gros. Gros, regarde, c'est un sourire à 2,8 milliards de dollars, frérot, ça. Gros, c'est... Non, mais regarde, gros. Il se régale, le petit, il se régale. Là, il est bien. Mais en tout cas, pour un stablecoin sans aucune transparence, dont on nous annonce la mort depuis presque 10 ans, il est bien. Il est bien. C'est un truc de fou, les gars. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des bitcoins maximalistes à la tête de cette boîte. Ou en tout cas, des mecs qui sont très pro-bitcoin, etc. et qui alimentent le Ponzi en achetant plus de bitcoin avec ces profits-là. Exact. Donc, mais, on va pas se mentir, ces 2,8 milliards, ils les font avec notre argent. Hein. Et ils le redistribuent pas. Ouais, Même pas une miette. Même pas une miette, frérot. Ouais. Juste, ils se régalent sur nos côtes. La seule façon de choper cet argent, c'est de prendre des risques sur des protocoles DeFi et de toucher du yield. Voilà. Et aujourd'hui, Tether... Et prendre des risques, alors que eux ils prennent 0 risque. et là, c'est très peu. Là, c'est plutôt pour l'histoire. Pour ceux peut-être qui connaissent moins, Tether à la base, c'est quoi ? C'est de proposer du dollar sur la blockchain. Et ça a commencé sur Bitcoin par le biais du protocole Omni, qui est un layer de Bitcoin, où il y a encore 888 millions de Tether dessus. Puis c'est passé sur Ethereum, sur Tron, sur Solana. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont sur plein de blockchains. Hein. Tron, Ether, Sol, Bitcoin, Avalanche, Cosmos, EOS, Liquid, c'est aussi un layer 2 de Bitcoin. Algorand, Polkadot, Near Protocol, SLP, KSC, c'est Solana. Bref, ils se sont placés partout. SLP, Solana, ouais. SPL, je crois. Ouais. Ensuite, ils ont eu des concurrents qui sont venus, donc l'USDC, le True USD, etc. Mais au final, Tether n'est pas transparent, mais Tether est solide. USDC, ça a des pegs. True USD, ça a des pegs. Là, on a vu cette semaine, donc pour tout ce qui est stablecoin décentralisé, on a le Magic Internet Money qui a des pegs suite à un piratage. Tether est strong. Tether, handshake avec la CIA, le FBI et l'État américain, on va pas se mentir. Hein. Tether, les gars, là on dit ça pour rigoler, mais pour ceux qui connaissent moi, je pense en sérieux. Non mais
permettez-moi quand même de vous redonner une information. Aujourd'hui, Tether n'est pas transparent. Aujourd'hui, Tether, nous ne savons pas comment c'est backé. On a des gens qui se justifient à longueur de temps pour nous dire oui, c'est du solide, etc. Preuve à l'appui, effectivement, ça s'est jamais effondré, mais on ne sait pas comment c'est backé. Nous ne On sommes sait qu'il y a pas des treasury bills, on sait on sait quand même que c'est placé dans des bons du Trésor américain et que c'est parmi les plus gros détenteurs au monde de bons du Trésor américain. Mais moi, en tout cas, je suis, je sais pas, en fait, déjà, mais je crois qu'ils avaient officialisé leur relation avec le FBI et pas la CIA, mais avec le FBI, de mémoire. Oui. Mais ça m'étonnerait pas qu'il soit cul et chemise avec l'État, parce que pour faire enfin, genre, je crois que c'était plus que JP Morgan sur ce trimestre. Donc penser qu'ils sont pas cul et chemise avec l'État américain d'une certaine manière, ou en tout cas qu'ils collaborent à 100%, c'est se mettre un doigt dans l'œil. Après la question c'est qu'est-ce que ça va devenir, la question c'est que non, c'est pas safe. Je vous le dis, c'est bien, on s'en sert, mais ne dormez pas sur vos deux oreilles en mode j'ai de l'USDT sur un ledger, cet argent il est intouchable parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une dinguerie. Je dis pas que ça va arriver, ça peut arriver. Mais en réalité, on dit, oui, les mineurs, ils vont au Texas, les Américains prennent le pouvoir sur Bitcoin, mais est-ce qu'ils prennent pas juste le pouvoir sur l'écosystème crypto via Tether? Parce que, en gros, Tether, c'est quand même, enfin, si tu veux détruire l'écosystème, c'est peut-être plus efficace. Alors, je pense pas qu'ils peuvent détruire l'écosystème comme ça, mais ils peuvent rendre certaines choses assez chiantes, quoi. Donc, je pense pas que ce soit dans la philosophie des US actuellement de vouloir mettre à terre l'écosystème crypto. En tout cas, pas violemment, instantanément, etc. Mais en tout cas, ils prennent la main dessus entre le mining et Tether, c'est sûr. Hein. Question parce dans que le chat. C'est de l'USD, quoi. Donc, pour émettre de l'USD, faut s'appeler Joe Biden ou Jérôme Powell, quoi. Question dans le chat. Pourquoi personne les concurrence? Tout le monde les concurrence. Voici la liste de tous leurs concurrents. Mais pourquoi Tether est aussi gros? Parce qu'aujourd'hui, Tether, il est sur plus de 450 plateformes d'échange. Alors, c'est le cas de l'USDC aussi. Mais ils sont aussi sur plein d'applications décentralisées. Ils sont sur plein de paires altcoin USDT. C'est moins le cas de l'USDC. Parce que le Tether, il est là depuis beaucoup plus longtemps. Mais c'est surtout, regarde le volume. C'est ça. Il n'y a pas photo. Ils font 15 fois le volume de l'USDC, gros. 15 fois. 10 fois, ouais. Ouais, 10 fois, excuse-moi. 10 fois. C'est T'inquiète. énorme. Ils font 10 fois leur volume avec 4 fois leur market cap. 3 fois et demi. Un peu moins, ouais, 3 fois et demi. Choquant, hein. Dinguerie. Alors que maintenant, quand tu vas sur Bybit, quand tu vas sur Coinbase, etc., quand tu trades avec l'USDC, des fois, t'as des programmes zéro fees, etc. Je sais que sur Bybit, c'est le cas. Je sais que Coinbase, ils ont dit, ouais, si vous mettez vos USDC chez nous, etc., on vous donne un yield de port. Et même avec ça, ils y arrivent pas, quoi. C'est fou. Voilà, ils sont là depuis très très longtemps. Après, l'USDC prend des parts de marché aussi, hein, mais bon, c'est pas pareil. Et après, sur le côté pratique, aujourd'hui, l'USDC et l'USDT ne redistribuent pas leurs profits à leurs investisseurs. Le DAI, il me semble que si. Hein. Bah, l'USDC, si d'une certaine manière, non? Enfin, s'ils ont des programmes avec Coinbase, etc., d'où vient l'argent que Coinbase donne? Ils redistribuent des cacahuètes, effectivement. Parce que le DAI, tu as quand même des récompenses, il me semble, pour les holders de Maker. Tu vois, l'USDD, qui est un truc dont je vous invite à fuir comme la peste, mais quand même, on va en parler. C'est un Terra Luna Bis qui est géré par Justinson. Eux, ils proposent, je crois, un rendement annuel, si ça n'a pas bougé, de 30%. On sait pas trop d'où ça sort, mais bon. Et un truc assez intéressant, j'avais fait une sorte de prédiction. Je sais pas si tu t'en souviens, je te disais, pour moi, il va y avoir plus de transferts de stablecoins sur Solana que sur Tron. Et je crois que ça commence à être le cas. Hein. Je crois qu'en termes de volume échangé, Solana a dépassé toutes les autres chaînes récemment. Je te parle pas en termes de supply disponible, mais en termes d'échange. Attends. L2 Fees. Il y a peut-être dans là-dedans, CryptoFlow, Moneyprint, Money Mover. Laisse-moi regarder si je trouve l'info. Qu'est-ce que c'est que ça? Money Printer. Non, ça c'est l'inflation. Mais je crois, en tout cas, j'avais vu des stats. Je crois que je peux regarder sur DeFi Lama, ça m'intéresse. DeFi Lama, je pense que. Peut-être sur Dune. Peut-être sur Dune. Ouais, ok, c'est KO. Très très pratique, hein, les gars. Dune, si vous voulez choper des infos sur toutes sortes de choses, faut savoir s'en servir, bon. Mais. Je te montre mon écran. Donc là, t'as Dune, et si tu regardes les chaînes. Ok, Solana est plus loin que ce que je pense. Alors, il n'y a pas le volume. Parce que là, en gros, c'est le nombre de jetons qui sont, genre, disponibles, mais c'est pas les échanges. Putain, t'as pas les échanges, en fait. Mais t'as un site, normalement. Hein.
En tout cas, USDC, transaction, volume, multi-chain. Pour l'USDC, je pense que ça se trouve. Il doit y avoir un tableau, mais je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. On verra ça pour une prochaine émission. Ouais, je repasse sur ton écran. Il n'y a pas de souci, faut bien gratter sur Twitter et compagnie. En grattant bien, vous allez trouver l'information. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Avalanche, donc Avalabs, l'entreprise derrière Avalanche, qui présente Vrix, qui est une solution de scalabilité. Alors, c'est très technique. Je suis pas du genre à vous balancer une info sans dig. J'essaie de dig, mais là, niveau technique, ça me dépasse. Je vous ai quand même laissé une vidéo pour en parler. Et je vais vous dire quand même de ce que j'ai cerné. Donc, HyperSDK, c'est quoi? HyperSDK, c'est une boîte à outils pour les développeurs pour créer des blockchains basées sur la stack technique d'Avalanche. Donc, vous pouvez créer votre propre blockchain avec votre propre machine virtuelle, votre propre langage de programmation, votre propre gestion des données, transactions, base de données, patati patata. Et donc, en fait, Vrix, c'est quoi? C'est un nouveau système de gestion des transactions à bas niveau. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce papier, c'est qu'il se compare à beaucoup de concurrents. Donc, il se compare à la blockchain Flow, il se compare aux intégrations de Sui, Aptos, mais aussi on a, comment ça s'appelle, Aleph Zero, etc. Bref, ils nous font vraiment le tableau de tout le monde, des différentes intégrations pour essayer de proposer plus de transactions par seconde. Et ensuite, ils nous parlent de comment ils gèrent eux. Donc ça, c'est à peu près ce que j'en ai compris. J'en ai discuté avec Gourou, qui est un peu spécialiste Fonda Avalanche, et il m'a dit que c'est bien sur le papier, ça propose jusqu'à 100 000 transactions par seconde, soi-disant, mais dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si blockchain il y a en utilisant Vrix, ça va être un set de validateurs extrêmement limité, avec des machines de guerre en termes de processeurs, RAM, connexion Internet, etc. Donc un truc ultra centralisé. Donc comme la BNB Chain. Ouais, donc ça va pas être, exactement, ça va pas être un truc qui va être déployé sur tout l'écosystème Avalanche. Ça va être un truc qui va être déployé sur certaines blockchains pour des cas d'usage très spécifiques. Après, c'est toujours pareil, c'est une tech, on va dire plus ou moins open source, enfin même open source, je pense, donc qui pourrait être réutilisé par d'autres écosystèmes. L'effet d'annonce est intéressant, mais dans les faits, ça va pas avoir beaucoup d'impact à court moyen terme sur Avalanche. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Avax aujourd'hui est, je crois, 10e. Ouais, 10e sur CoinMarketCap. Le prix n'a pas bougé en 30 jours. Ça, c'est un stablecoin en ce moment, Avalanche. C'est quand même une blockchain que j'affectionne pas mal. Et dans mon blockchain... Moi j'ai trop du mal. Hein. Ça manque un petit peu d'écosystème. Rien qui m'intéresse dessus. J'ai l'impression qu'ils essayent de bouger, mais... Écoute, on verra. Opinion personnelle. Moi, pour moi, le truc qui leur fera du bien, c'est Cosmos Avax. C'est ce truc-là, quand il sortira, un subnet qui les rendra compatibles avec l'écosystème Cosmos. Là, ce sera sympa. Donc, ce qui te rend le plus hype, c'est qu'ils soient interopérables avec un autre écosystème. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils sont déjà EVM, mais ils sont pas interopérables Cosmos. Mais ça va venir, si Dieu le veut. Quoi d'autre dans les actualités? Alors oui, ça, franchement, les gars, on nous traite à peu près toutes les semaines de Maxi Solana, mais c'est pas grave, on assume, les gars. Aujourd'hui, Jupiter a dépassé Uniswap en termes de volume. V3 Ethereum. Parce que si tu combines tous les Uniswap sur toutes les chaînes, etc., il faut se dire, ça se joue. Mais voir Uniswap est au-dessus. Mais quand même. Mais quand même, des parts de marché de zinzin. Pourquoi? Parce que c'est un bon produit, les gars. C'est-à-dire qu'Uniswap est un superbe produit. Uniswap a un nombre incalculable de choix de jetons. Donc, ils ont une place indispensable dans l'écosystème Ethereum. Mais aujourd'hui, Jupiter a une place indispensable dans l'écosystème Solana. Et le truc, c'est que comme c'est du Solana, c'est des transactions qui coûtent absolument rien en termes de frais, avec une finalité des transactions de quelques secondes, parce que la finalité, elle est de l'ordre de quelques secondes sur Solana. La finalité d'une transaction sur Ethereum, elle est de 12 minutes et demie, à peu près. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton swap sur Ethereum et vous attendez 12 minutes avant d'être capable de pouvoir réenvoyer les fonds ailleurs. Quand même super chiant. Moi, enfin, en vrai, Ethereum, tu fais ton swap, tu peux envoyer les jetons assez rapidement. 12 minutes 30. En fait, pour moi, le truc, c'est que la grosse différence pour moi, et j'ai l'impression que les gens ont du mal à le saisir, et peut-être que c'est moi qui comprends mal les choses, mais c'est que, en fait, Jupiter, pas vraiment comparable à Uniswap d'une certaine manière. Pour plus de choses. Parce que Uniswap, en fait, genre offre de la liquidité, genre les gens mettent de la liquidité sur Uniswap et derrière permettent aux gens de swap. Mais en fait, Jupiter, c'est pas du tout ça. Jupiter, ils font de l'agrégation des pools de liquidité qui sont disponibles. Donc en fait, t'as d'un côté un agrégateur et d'un autre côté un truc qui te permet de swap mais qui fournit lui-même sa propre liquidité. Et pour moi, la proposition de valeur, elle est pas du tout la même.
d'un point de vue utilisateur, c'est très similaire, et c'est pour ça que les gens, en fait, les comparent. Mais en soi, pour moi, c'est pas la même chose. En vrai, Jupiter ne serait jamais aussi fort s'ils avaient pas les Orca, les Meteora, les trucs, tu vois, les Radium, les trucs comme ça. Je sais pas si c'était Radium, mais si, toujours, regarde, on les a là. Donc, bon. Genre, pour moi, la comparaison, en vrai, la comparaison à Jupiter, c'est un one inch ou un paraswap, en réalité. Et pour ceux qui veulent comprendre pourquoi on dit ça, parce que c'est de l'agrégation d'autres écosystèmes pour proposer les prix Orca, moins chers. C'est Orca, c'est Radium, c'est Meteora, c'est tous ces trucs-là, en fait. C'est pas, En fait, la question que je me pose, c'est, est-ce que on survalorise pas Jupiter, peut-être, d'une certaine manière avec ça? Mais en même temps, dans les faits, si t'es extrêmement optimiste sur l'écosystème Solana, c'est difficile d'être pessimiste sur Jupiter, en fait. Ouais. Donc, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Je pense qu'il faut quand même prendre des pincettes d'un point de vue spéculation. Mais en vrai, c'est assez fou ce qu'ils ont fait, parce que si tu regardes en termes d'airdrop, ils ont quand même régalé tout l'écosystème. Ils ont filé 700 millions, je crois, non? Et ils ont régalé les gens qui sont là depuis le début. Et vous pouvez encore claim si jamais vous avez déjà utilisé l'écosystème Jupiter. Voilà, moi par exemple, j'ai claim 450 jetons sur ce lien. Et vous avez jusqu'au 31 juillet pour pouvoir le faire. Après, vous pourrez plus claim. Et je crois qu'il y a 70% des fonds qui ont été claim. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils veulent faire plein de trucs. Du coup, ils vont lancer les launchpads, launchpool, etc. Donc, il y a pas mal de projets qui vont se lancer directement sur Jupiter. Ouais. Et ils parlent de réserver une partie des jetons pour les holders de Jup. Ce qui est assez intéressant. Autre chose assez intéressante, au-delà de la gouvernance comme un Uniswap, c'est que Jupiter, en tout cas dans leur vision, ils disent, je dis bien, c'est pas le cas, hein, mais dans leur vision, ils disent qu'ils veulent redistribuer les frais aux holders en fait du jeton. Ce que ne fait pas Uniswap. Ce que ne fait pas Uniswap et ce qui n'est pas du tout prévu par ce que pourrait faire Uniswap. Mais ce qu'ils ne font pas, je pense, parce qu'ils veulent pas de soucis avec les régulateurs, prévu, mais etc. comme tu dis, il y a les problèmes de régulation. Mais ils sont en capacité de le faire, Uniswap. Bah, en fait, techniquement, je crois que même dans le code, ils avaient inclus les options, mais c'est juste pas live, quoi. Et d'un point de vue régulation, ça a l'air très compliqué. Donc, en fait, Jupiter, même si c'est un agrégateur et pas un fournisseur de liquidité comme les Uniswap d'une certaine manière, et donc même si c'est pas comparable à 100%, Jupiter, enfin le jeton Jup a plus d'utilité, ou en tout cas aura plus d'utilité que le Uni en fait dans tous les cas. Mais la grosse différence, et il faut être très clair avec ça, c'est que t'as 85-87% du supply qui n'est pas encore émis, n'est pas encore disponible sur Jupiter, donc pour le Jup, alors que sur Uniswap, j'ai regardé, on arrive au bout des unlocks. Peut-être que je peux repasser sur mon écran rapidement. Ouais, si je suis repassé dessus. Sur Uniswap, ce qui est assez ouf, c'est que si tu regardes, t'as la majorité des jetons qui sont déjà émis en fait. Et et voilà, si tu regardes, t'as la majorité des jetons qui ont été émis et au final, on a eu des gros pumps au début parce qu'on avait eu un énorme flux de demandes et d'acheteurs. Mais à partir du moment où t'as moins de demandes et que t'as un supply qui passe de 550 millions ici qui double en fait, hein. En 2 ans, on a doublé le supply, bah forcément, ça a un impact sur le prix. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si Uniswap garde sa position et rajoute peut-être un jour de l'utilité, en fait, vu que tous les jetons seront déjà émis et qu'on a eu le plus gros de la pression vendeuse passée, je pense que ça peut être assez intéressant. Alors après, évidemment, il y a des investisseurs, il y a la team, etc. Eux, ils s'en foutent parce que probablement, ils iront dump, même à ces prix-là, je suppose qu'ils s'en foutent à je sais pas combien. Il faut le garder en tête. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. T'as la majorité des jetons qui sont disponibles sur Uniswap, donc pour Uni, et c'est pas du tout le cas pour Jup en fait. Donc Jupiter, il y a encore 82% et demi. 86,5 je crois. Ah ouais, ok. Donc voilà, je repasse sur ton écran. Ouais, je sais juste pas faire des mathématiques simples, c'est la fatigue. Bon bref, c'est pas grave. Ensuite, toujours au niveau des actualités, il y en a beaucoup, hein. Comme je vous ai dit, il y a du très lourd. Donc on revient rapidement. Hein. Starknet et Celestia unissent leurs forces pour booster les Layer 3. Bah, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que si des gens veulent utiliser les outils mis à disposition par Starknet pour créer d'autres Layer 3, eh ben, ils peuvent le faire. Et au lieu de tout stocker sur Ethereum, eh ben, ils peuvent en stocker une partie des données sur Celestia ou sur Avail ou d'autres options de data availability. Et il va y en avoir beaucoup plus. Et tu vois, tout à l'heure, d'ailleurs, tu disais, on a pour le moment un jeu des chaises musicales au niveau des roll-ups qu'on n'a pas au niveau des data availability layers, mais on l'aura, hein, le jeu des chaises musicales. Il va pas y avoir que Celestia Avail. Hein. Il va y avoir Express aussi, et d'autres qui vont arriver. Mais je pense que là où Celestia ont été très forts, c'est qu'ils ont très vite verrouillé des positions.
C'est-à-dire qu'ils ont très vite fait des partenariats avec tout le monde. Et la question, c'est que, enfin, je sais pas si t'as une opinion là-dessus, et je sais pas techniquement, tu vois ce que ça donne, mais imaginons, t'as des concurrents à Celestia qui arrivent et qui sont forts, etc. Est-ce que, genre, parce que les chaînes qui utilisent Celestia travaillent avec Celestia, ils n'iront pas ajouter d'autres solutions, ou est-ce que, genre, ils peuvent très bien ajouter, genre, 3, 4, 5 solutions en même temps? Alors, pour moi, ce qui va se passer, et on va aller sur Altlayer, et ça va être l'instant publicité. On sait. On n'est pas, il y a pas de partenariat. Hein. Non, mais instant publicité, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Nous sommes un média, nous sommes Coin Academy. Nous avons fait une super bonne analyse fondamentale d'Altlayer. Donc, je me permets, quand le site Coin Academy charge. En vrai, déconnecte-toi du site. Ouais. Dès que tu pourras, déconnecte-toi. Hop là, vous allez dans, pas dans AirDrop, pardon, vous allez dans Club. Ah oui, mais si je suis pas connecté, je vois pas les articles du Club. C'est pas grave, regarde, ça finit par charger. Bref, on a fait une analyse d'Altlayer, on a des analyses sur Manta qui arrivent et plein d'autres jetons qui vont sortir ou qui sont sortis récemment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et donc, comment je vois l'avenir par rapport à ta question? En fait, on va avoir des stacks techniques, les plus grosses, elles sont là. Donc Optimism, Arbitrum, Polygon CDK, zk-Sync, Starknet. On en aura sûrement plein d'autres. Hein. Et donc ce qui va se passer, c'est que en surcouche de ces stacks techniques, tu vas avoir soit des roll-ups qui vont bidouiller, enfin pas des roll-ups, des projets qui vont créer des layer 3, etc., qui vont bidouiller et qui vont dire bon bah moi je vais en stocker un bout sur Celestia, je vais en stocker un bout sur Avail, etc. Mais surtout, on va avoir un nombre incalculable de projets de roll-up as a service, Altlayer en fait partie, où justement eux vont proposer le choix à tout le monde. Donc en fait, comment ça va se passer? À la fin, ce sera à l'utilisateur de choisir comment il veut gérer son truc. Par exemple, tu fais Altlayer Dashboard. Le projet Altlayer, c'est quoi dans les grandes lignes? Le projet Altlayer, c'est de proposer à n'importe qui n'a pas forcément des connaissances approfondies pour faire du code informatique, etc., de pouvoir déployer un roll-up, enfin un layer 3 ou layer 2 à la demande. Donc, tu dis, je veux être basé sur la stack Starknet, je veux en stocker un bout sur Avail et pas sur Celestia, et un autre bout sur Ethereum. Bon, bah voilà, je déploie. J'appuie sur un clic et ça va déployer le roll-up, le séquenceur, ça va tout mettre en place. Tu n'auras quasiment rien à gérer. Et donc, des concurrents d'Altlayer, on va en avoir une chier. Je sais pas si, voilà, écosystème modulaire airdrop à surveiller, que je vous remets dans le chat. Celui qui gagnera sera celui qui me donne le plus de jetons, c'est ça? Franchement, moi, je vais te donner mon avis. Hein. Celui qui gagnera sera celui qui arrive à mettre le marketing de son côté. Mais on commence à être habitué en crypto-monnaie, tu vois. En 2017, c'était des points, Capette, des points. En 2017, la méta, c'était les Ethereum Killer. En 2021, on nous a remis on n'était plus dans l'Ethereum Clear, mais proposer des alternatives à Ethereum avec des machines virtuelles différentes. Et ben là, c'est la même chose, sauf que soit c'est un layer alternatif, soit c'est un layer 2, soit c'est un layer 3, soit c'est un roll-up as a service. On va avoir des tokens dans tous les sens. Tant qu'on est en bull market, ça monte. Et puis, dès qu'on est en bear market, bah, t'as les 2-3 plus gros qui vont moins fondre que les autres. Et puis, les petits qui vont faire moins 99% et qui vont partir à la cave. Et tu vois, donc, des roll-up, on en a des chiés. Et tu vois, soit ils ont leur propre machine virtuelle, comme RIS0, Fluent, etc. Soit, bah, ils intègrent la machine virtuelle Ethereum. Soit ils intègrent des trucs un petit peu customisés. Pareil pour les roll-up as a service. Il y en a plein. Tout ça, je vous le laisse en description, bien entendu. Mais franchement, trouver le winner là-dedans, bonne chance. Par contre, pour cette fameuse... des TIA. pour ce qui est des data availability layers, bah aujourd'hui, on n'en connaît pas 10 000. On connaît Celestia, qui a un jeton. Avail, qui a pas encore de jeton. Near Protocol, qui propose Neardia, qui a un jeton. Et potentiellement, je crois, Espresso 6, qui va proposer un truc aussi. Et puis d'autres. Mais il n'y en a pas 10 000. Nier, moi, j'ai du mal. De quoi, pardon? Nier, j'ai du mal à y croire. Dans le sens où, pour moi, tu sais, on en parlait déjà, mais il y a toujours ce truc de, genre, si t'es un layer 2 ou un layer 1, pourquoi, enfin, si t'es un layer 2, pourquoi utiliser un layer 1 concurrent ou un truc qui est hors c'est juste pour stocker, c'est juste pour stocker de l'espace de bloc moins cher. Oui, mais après, comme tu disais, il y a de la politique, il y a aussi comment les projets peut-être peuvent le percevoir, je sais pas. Et il y a Egendier aussi, j'avais oublié, Egendier. Donc Egendier qui est basé sur la tech d'Ethereum, Celestia qui est basé sur la tech de Cosmos, Avail qui est basé sur la tech de Polkadot. Et donc, il y en a d'autres qui vont probablement proposer leur propre tech. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va différencier les uns des autres? Bah, ça va être la sécurité. Ça va être comment est-ce qu'ils vont gérer l'espace de bloc.
Ça va être donc des optimisations à bas niveau qui vont nous marketer, ils vont proposer des jetons par-dessus, et puis voilà, ça va être la même guéguerre que pour les Layer One et compagnie. Tout n'est que pure spéculation de toute façon sur ce marché. Donc voilà. Et Dimension qui sera disponible le 6 mardi. On y vient. Mardi, il y a le jeton qui arrive. Je sais pas si ça te fait une transition parfaite ou pas, mais quasi parfaite, hein. Quasi parfaite. Donc ouais, ETF Etherspot, retard prévu pour fin 2025 selon TD Cohen. Alors TD Cohen, c'est quoi? C'est une banque d'investissement qui gère, je crois, un peu plus d'1 milliard de dollars d'actifs. Et pour eux, en fait, ils disent bon bah on n'est pas prêt de voir un ETF Bitcoin, un ETF Ethereum Spot pour la simple et bonne raison que l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot n'a pas forcément bien été accueillie par les démocrates progressistes. Donc une certaine partie des politiques américains, et donc Gary Gensler potentiellement pour ne pas être trop sur la sellette va temporiser pour la partie Ethereum, parce que si il met le tampon aussi pour Ethereum, bah là il y a très probablement moyen qu'il perde son travail. Déjà qu'il t'as les élections américaines en 2024. Oui, novembre 2024. Donc Gensler, il y a moins qui saute à ce moment-là. Ah bah là déjà, surtout que Trump en ce moment, il aime trop les caméras, il fait trop rire. Alors il a pas parlé de Gensler, mais il a dit moi si je suis président, Jerome Powell de la Fed, ça dégage. Et pas de MNBC, donc pas de monnaie de banque centrale. Ouais. Apparemment, hein. Ouais. Je serais pas étonné qu'il retourne sa veste, honnêtement. Mais en tout cas, enfin, il a une collection NFT. À partir de là, je pense qu'il est plus pro crypto que Biden et que Gensler, quoi. Donc peut-être qu'il est nécessaire. Bien sûr, mais il reste pro dollar, donc à voir. Dimension, on n'en parle pas encore, mais on va y venir. En attendant, je vais vous parler de Stride, qui est une autre blockchain de l'écosystème crypto. Juste 2 secondes, ça fait combien de temps qu'on enlève? Putain, ça fait 1h20 que je monopolise la parole. En vrai, c'est très bien comme ça, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Il y a plein de trucs à parler. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, cette semaine, sur la partie technique, c'est vraiment plus léger que les autres semaines. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, les gars. Si ça régale-toi. Moi, je me régale à parler fonda et tout, parce qu'en ce moment, je suis bien plus dans le fonda qu'avant, et j'essaye vraiment de m'éduquer, tu sais, en tant qu'investisseur, etc. Parce que j'estime qu'on est encore dans ce moment du cycle où identifier les bonnes narratives, comprendre le rôle entre, enfin, comment dire, les relations de force, les positions de force entre les différents acteurs, c'est assez intéressant. Donc, n'hésite pas, frérot, je me régale, et puis j'essaye de compléter avec ce que je fais de mon côté. Ouais. Super. Et bah écoute, on va parler de Stride du coup. Stride, c'est quoi? C'est un protocole de liquid staking sur Cosmos, donc c'est l'équivalent de Lido ou Rocket Pool pour l'écosystème Cosmos, qui propose quand même pas mal de jetons, hein. Il propose du Celestia depuis peu, du DYDX depuis peu, mais sinon les gros, hein. Atom, Osmo, Juno, Vmos, Injective, etc. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que vous déposez des jetons chez eux, vous obtenez des jetons de liquid staking, donc vous pouvez potentiellement profiter de certains airdrops. Pas tous, ça va dépendre du bon vouloir des projets. Vous continuez de toucher un rendement, même si... C'est le cas, je crois. Je crois que Stride, justement, désolé de te couper, je crois que Stride, justement, fait la promotion de, contrairement aux autres, genre les Milky Way, les trucs comme ça, etc., avec nous, il n'y a pas ce souci-là, vous aurez 100% des airdrops, tu vois. En tout cas, c'est leur argument marketing de ce que j'ai vu. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop de doute sur ça. C'est possible. Je te laisse reprendre, désolé. Aucun problème. Et du coup, cette semaine, on a appris la venue de DYDX et du TIA. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, si vous déposez des DYDX pour obtenir des stakes DYDX, il faut savoir que aujourd'hui, sur DYDX, vous avez une inflation de jetons pour les validateurs de blocs, mais il y a aussi des récompenses qui sont distribuées sous forme d'USDC aux validateurs. Eh bien, en étant dépositaire de DYDX pour obtenir des stakes DYDX sur Stride, vous pouvez récupérer ces récompenses en USDC directement sous forme de stake DYDX. C'est-à-dire que le protocole Stride va les redistribuer dans le jeton stake DYDX. Donc, ça veut dire quoi? Un DYDX qui serait à $1, ça pourrait donner un stake DYDX à $1.05, $1.10, etc. en fonction des récompenses qui sont distribuées. Donc, c'est un moyen de s'exposer à l'écosystème Cosmos. En fait, tu vois, j'y réfléchissais pas mal, tu vois, dernièrement. Parce que moi, j'ai pas mal d'atomes qui sont stakés nativement, j'ai pas mal de Solana qui sont stakés nativement, etc. Et en vrai, je l'ai fait jusqu'à maintenant parce que le liquid staking n'était pas encore aussi démocratisé qu'aujourd'hui, et parce que je voulais pas ajouter du risque. Mais je me dis vraiment, genre, pourquoi staker nativement alors que tu peux avoir un jeton liquide qui lui-même profite du yield, en fait? Il y a une réalité, c'est que là, sur TIA, j'ai des TIA stakés nativement. Quand je unstake, j'ai pas les récompenses pendant la période unstaking et je dois attendre 21 jours. Ouais. Et c'est le cas aussi pour pas mal d'autres chaînes et pas mal d'autres jetons et tout. Et donc, en fait, je me dis pourquoi j'ai juste pas que des jetons
genre Stride ou tu vois enfin des ST Ethereum ou tu vois t'as des trucs aussi comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais t'as un truc liquide qui profite du max yield et qui te permet d'être éligible aux airdrops. Pour moi, c'est juste le risque et une sorte de single point of failure, mais j'ai du mal à estimer quel est le risque, tu vois, avec ces STDYDX, quel est le risque avec STTIA. Est-ce que si Stride genre disparaît, genre mes jetons ne valent plus rien, ou est-ce que ça existera encore? Si se passe une dinguerie avec Stride, c'est finito. Hein. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Moi, je sais pas. Tu vois, justement, peut-être qu'ils ont, tu vois, des choses qui sont mises en place. Peut-être que c'est totalement décentralisé au point que t'as pas autant de risques qu'on le pense. Je sais pas. Moi, pour le moment, je connais pas assez le projet pour te dire qui sont derrière, comment est gérée la sécurité, les multisig, etc. Et moi, maintenant, les histoires de ouais, c'est multisig, t'inquiète, ça craint rien, je veux plus en entendre parler depuis le hack de multichain, parce que multichain, ça m'a traumatisé, frère. Oui, non, mais en quoi c'est différent de Lido? C'est ça la question en vérité. Lido, je connais plus, donc on sait que Lido c'est un groupement de validateurs. Après, qui est à la tête, comment c'est géré, je le sais pas de fond en comble non plus. Donc il y a toujours un risque. Alors que quand tu fais du natif, t'as quand même moins de risques, quoi. C'est tout ce qu'il y a à comprendre en tout cas. Après, faut regarder au cas par cas qui sont derrière, si c'est sérieux, les risques, machin. J'ai pas fait ce travail. Honnêtement, que ce soit pour Stride ou pour Lido. Et c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas de jetons en liquid staking. En tout cas, les gars, moi, c'est une réflexion, tu vois. Je suis pas en train de nier qu'il y a des risques. Je me pose juste la question à haute voix parce que, 21 jours sans récompense, sans être éligible aux airdrops, c'est long, quoi. 21 jours pour Celestia, hein. C'est 30 jours pour DYDX. Hein. Et pour Atom, c'est pareil, c'est 21. C'est 21, ouais. Donc 21 jours, c'est long, il s'en passe des choses sur le marché, hein, parce que quoi qu'on en dise, oui, fonda, investisseur, blablabla, mais quand il faut sortir au top, 21 jours, c'est long. Hein. C'est clair. C'est clair. Ou quand t'as un gigapump et puis que pour une raison X, t'as envie de vendre, bah tu peux pas. Donc, je vous ai dit pour DYDX, vous pouvez récupérer des récompenses USDC sous forme de stake DYDX. Dans le cas de Celestia, donc il y a deux choses à voir. La première, c'est que vous pouvez obtenir des stakes Celestia. Et ces stakes Celestia, si vous les holdez, ça vous permet de récupérer sous forme d'airdrop des jetons Stride. Donc j'ai vu passer sur Twitter, j'ai pas noté les tweets, mais j'ai vu des gars déposer un peu plus de $2000 de Celestia pour récupérer un peu plus de $100 de Stride. Donc il y a quand même une distribution qui est sympa pour les holders. Elle se fait, je crois, tous les jours pendant 160 jours, un truc comme ça à la louche. Et deuxième chose, mais ça c'est pas encore acté, c'est du côté d'Agoric, qui est une autre blockchain de l'écosystème Cosmos. Il faut savoir qu'Agoric, donc c'est une blockchain qui permet les smart contracts en JavaScript, etc. Mais ils ont un produit qui s'appelle le stablecoin IST, je crois. Voilà, Interstable Token, qui est pas ultra capitalisé, mais qui est backé par du dollar. Et en fait, ils sont en train de faire une proposition, elle n'a pas encore été acceptée, où on se servirait du stake Celestia comme collatéral pour minter du IST stablecoin. Donc on va avoir un espèce de concurrent de MakerDAO qui va se faire, ou de Liquid, ou ce que vous préférez, comme vous le préférez, qui va se faire sur l'écosystème Cosmos avec comme collatéral le Celestia. Donc encore une nouvelle narrative qui va pousser Celestia peut-être vers des niveaux plus hauts. Je voulais juste répondre à quelqu'un qui disait, tu disais pas qu'il fallait short pour se couvrir, Picsou. Bah, tu peux short pour te couvrir sur ces 21 jours où tu vas attendre que tes jetons sunstake, etc. Mais déjà, pendant ces 21 jours, s'il y a un snapshot, bah, t'es baisé, tu seras pas éligible aux airdrops. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bah, en fait, pour te couvrir, il faut avoir des liquidités qui sont disponibles. Et là, l'objectif de sortir, c'est juste avoir accès à des liquidités. Donc là, ce que tu es en train de me dire, pour shorter et se couvrir, il te faut des liquidités pour se couvrir. Alors que toi, ton objectif, c'est justement d'obtenir des liquidités. Donc c'est-à-dire que tu es dans une position où tu n'as pas assez de liquidités et tu vas en obtenir. Donc ça fait pas vraiment sens dans ce cas-là, quoi. Enfin, en tout cas, si tu veux te protéger et que tu as du capital disponible, oui. Mais enfin, je sais pas si vous voyez là où j'en viens, mais. Excuse-moi, j'étais dans ma prise de notes, moi, pour qu'ils aient une belle description YouTube. D'ailleurs, j'ai vu Léo, t'avais dit sur Twitter qu'il y a une mise à jour de la catégorie airdrop de Coin Academy. Ouais, en gros, j'ai fait une mise à jour dans le sens où, tu sais, avant, t'avais les airdrops populaires. Ensuite, t'avais tous les airdrops disponibles. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une catégorie, si tu scrolles un peu, où t'as les airdrops qui sont confirmés. Ensuite, t'as les airdrops qui sont potentiels et t'as les airdrops qui sont genre terminés ou en tout cas distribués. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure vision des choses. Dans tous les cas, vous avez les boutons charger plus à chaque fois. Et si jamais vous voyez des choses qui sont mal répertoriées ou
voilà, mal catégorisé. N'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et tout. Vraiment, il y a aucun souci. On n'est pas là. Enfin, les choses évoluent vite et on met pas tout à jour en temps réel en fait. Donc franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, etc. Si vous voyez des choses qui sont pas vraies ou pas à jour, on se fera un plaisir de le mettre à jour pour que ce soit le plus proche de la réalité. Et du coup, vous avez le tuto à chaque fois. Donc les gars, Coin tuto Academy, vidéo sur YouTube. Ça régale, hein. Et tuto vidéo dans le cas de Milky-Way, tout à fait. Qu'on a sorti récemment. Et là, on va avoir, je pense, une dizaine de nouveaux airdrops à farmer qui vont être disponibles sur le site. Après, l'objectif, quand on les présente, ces airdrops potentiels à farmer, c'est pas de vous dire farmez-les. C'est après à vous de choisir vos combats. Est-ce que ça vous semble intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas trop de risques à le faire? Est-ce que le marché va bien capitaliser ces projets une fois que les jetons seront disponibles? Donc voilà, à vous de faire la part des choses et de réfléchir à tout ça. Nous, on n'est pas là pour vous dire farmez ça. On est là pour vous dire, ok, voilà tout ce qui existe. Faites vos choix si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais encore une fois, la plupart du temps, c'est de la DeFi. Donc à chaque fois, qui dit DeFi dit risque. Et dit exactement. Et frais de transaction, etc. Tout à fait. Bonjour, as-tu entendu parler d'EvenP? Non, pas vu. Ensuite, on a le cofondateur de Ripple qui s'est fait pirater un paquet de ses wallets. Il s'est fait pirater l'équivalent de 213 millions de XRP pour un peu plus de 112 millions de dollars. Ça fait pitié, si on demande mon avis, ça fait vraiment pitié. Du coup, bon bah déjà, petite perte sèche de plus de 100 millions. Bon, lui, il a pris contact avec les exchanges, mais le mal est un peu fait. Surtout que le hacker s'est amusé à blanchir les fonds sur MEX et Gate.io, Binance, Kraken, OKEx, UOB, HitBTC et d'autres. Donc, tous les exchanges ne sont pas forcément réactifs par rapport à la situation. Ça a créé un petit peu de pression vendeuse sur Ripple, mais le jeton s'est repris rapidement. En tout cas, ça fait peur, hein. D'être quelqu'un d'aussi gros et de se faire pirater, pas terrible, quoi. Ensuite, on a Aevo qui a enfin annoncé quelque chose pour son airdrop. On s'en doutait jusque-là, mais là, c'est plutôt clair. Et visiblement, on n'a pas tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est que les gens qui se sont servis du protocole avant l'annonce du 31 janvier devraient être éligibles. Peut-être qu'il y aura d'autres phases après. On attend d'avoir plus de détails par rapport à ça. En fait, en gros, Aevo, c'est Ribbon Finance. Du coup, Ribbon Finance, c'est le leader des options. Et Ribbon Finance voulait mettre un petit peu à jour leur identité et aussi faire des perps. Donc, ils ont fait Aevo pour les perps. Et en fait, ils vont tout regrouper sous Aevo, de ce que j'ai compris. Et donc, en fait, parce que moi en gros, j'ai parlé avec la team et j'ai farmé. Donc, pour être clair avec ça. Mais j'ai jamais été payé par la team. J'ai jamais eu d'infos en avance de la team, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont tradé avant seront éligibles à un airdrop. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà un jeton qui est le RBN. Ouais. Donc, je pense que l'airdrop va pas être énorme. Et là, en gros, ils mettent en place, si vous regardez sur Coin Academy, ou vous tapez Aevo Coin Academy sur Google, en gros, ils mettent en place un système de farming un peu plus violent, je crois que c'est le premier, où en gros, en fait, ouais, c'est ça. En gros, ils lancent un programme de farming qui permet en fait aux gens qui sont éligibles à l'airdrop de booster un petit peu plus leurs allocations, ou de permettre à des gens qui n'ont pas farmé de farmer, je crois. Mais personnellement, moi, mon opinion, c'est que Aevo, si vous espérez avoir un gros airdrop, c'est mort. Et qu'il faut juste passer à autre chose. Et moi, je suis passé surtout sur Hyperliquid d'un point de vue farming. Et j'ai sorti une vidéo sur YouTube. Je sais pas si tu veux la montrer. Mais j'ai sorti une vidéo sur YouTube où j'explique tout pour le farming de Hyperliquid. C'est ma dernière vidéo. Et donc voilà. Moi, je farme pas mal. J'ai des milliers de points et ces milliers de points sont valorisés à 2 $ le point actuellement sur les plateformes comme Wells Market, etc. Donc je pense que je vais me gaver, je vais continuer de farmer. Après, si je vois que ça commence à être trop farmé et que je gagne moins de points pour le même volume, je pense que j'arrêterai. Mais pour l'instant, ça me semble assez intéressant, surtout que dans le CTUS, ça en parle pas. Je vois que sur le CTFR, ça commence à s'enflammer, mais j'allais dire, il n'y a pas de gros compte. Enfin, à part moi et... Tisma, apparemment en gros Poulpe, compte, bah ouais, mais c'est relativement petit, tu vois. C'est pas Owen qui en parle, c'est pas Cryptomatrix qui en parle, c'est pas Junior Roman, c'est pas les grosses chaînes sur YouTube qui en parlent. Donc c'est encore early. Mais faites attention. En fait, l'intérêt de Hyperliquid d'un point de vue farming, c'est que c'est un farming qui coûte de l'argent. Et donc tous les petits mecs qui ont pas trop d'argent qui farment des airdrops, c'est pas une insulte ou quoi, hein. C'est juste que bah en fait pour eux ça met une grosse barrière à l'entrée pour farmer parce que t'es obligé d'avancer de l'argent d'une certaine manière en payant des frais. Et tout le monde n'a pas cet argent là du coup, et il y a peu de gens qui comprennent vraiment comment les dérivés fonctionnent. Du coup, ce que ça fait, c'est que c'est moins farmé, en tout cas en termes de personnes, mais que c'est plutôt des grosses whales ou des traders réguliers ou expérimentés qui le font. Mais si jamais vous voulez farmer Hyperliquid, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à ça. Encore une fois, si vous n'avez pas d'expérience en trading, que vous connaissez pas les dérivés, etc., ne le faites pas.
Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Par contre, si vous avez de l'expérience en trading, que vous comprenez les dérivés, que vous êtes profitable dans votre trading, etc., au moins considérez que ça existe et regardez, je pense que ça peut être pas mal. Comment on claim le Wen? On me demande dans le chat, bah c'est trop tard, C'est terminé, il fallait être là direct en fait. Claim de Wen c'est mort, claim de Jupiter vous avez jusqu'au 31 juillet. Voilà, pour ceux qui sont éligibles. C'est quoi la size? Hop, c'est quoi la size pour commencer sérieusement? 4 ou 5 chiffres? Bah, en réalité, tu peux farmer avec toutes les sizes en fait. C'est juste faut être à l'aise avec les frais de trading que tu vas payer et idéalement être un trader rentable déjà pour le faire pour compenser les frais que tu vas payer ou au moins pas trop perdre et compenser avec les points que tu vas gagner qui derrière seront valorisables. Donc c'est comme un peu dire genre il faut combien d'argent pour commencer en crypto? Tu peux commencer avec n'importe quoi, mais tes gains seront proportionnels avec les risques et l'exposition que tu prends au marché. Et pour ce cas-là, alors, il y a une rumeur qui est tombée tout à l'heure, comme quoi des clients Binance qui auraient KYC, on leur donné qu'ils sont vendus au marché noir. Alors nous, on a marqué le dark web. Je sais pas si la source est dark web, mais en tout cas là, le forum c'est Nuld. Nuld qui a un forum pour acheter des données, des bases de données piratées, etc., etc. Et si c'est avéré, parce que pour le moment c'est pas tout à fait avéré, il se pourrait que d'autres exchanges soient touchés par le problème. Je vois que dans le chat ça parle de Camino. Je voulais en parler rapidement. En gros, moi, j'ai arrêté de farmer MarginFi. Je farm sur Solana, je farm actuellement uniquement Camino et Parcel, et surtout Parcel parce que Parcel c'est Narrative Reward Asset, c'est des produits dérivés sur l'immobilier et c'est un truc qui existe pas trop ailleurs. Et je me dis que, enfin, il y a pas trop de produits concurrents à Parcel d'une certaine manière. Et du coup, je me dis que si la Narrative Reward Asset s'apprécie un moment dans le cycle, je sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive. Je pense que Parcel a pas mal d'upside et du coup même après l'airdrop je pense garder mes jetons à part si j'ai vraiment une somme colossale, mais du coup ce que je fais c'est que moi je veux garder du Solana, du coup en gros je vais sur Camino, je dépose du Solana, je récupère du USDC et avec ces USDC là je vais les déposer sur Parcel en liquidity providing. Par le passé j'avais aussi pris des positions long et short sur Parcel, mais là actuellement je fais que du liquidity providing et en gros quand vous fournissez vous avez 4 jours où vous pouvez pas retirer vos fonds et ensuite vous pouvez retirer vos fonds si jamais. Donc il y a un délai de 4 jours quand même. Mais en gros moi je dépose sur Camino mes Solana, je récupère, enfin j'emprunte de l'USDC, avec ces USDC là je vais les déposer sur Parcel et je farm l'airdrop Parcel et à la fois Camino en même temps. Mais Camino, MarginFi ça commence à être surfarmé, Parcel c'est encore tout petit. Après c'est pas le même upside, mais voilà, moi en gros j'ai des dizaines de comptes qui farment ces trucs-là, hein, pour être tout à fait honnête. Alors on me demande dans le chat, vous avez parlé du lancement de Mesa? Non, on n'en a pas parlé effectivement. En fait, ils ont lancé leur mainnet il y a quelques temps, et là ils sont en train de refaire une levée de fonds avec un partenaire qui s'appelle République. Nous, en prix ICO, on a touché le jeton à 5 centimes, voilà, histoire de vous le dire de manière transparente. Là, actuellement, la vente sur République, elle est entre 10 et 12 centimes, je crois. Et pour ce qui est du listing sur les exchanges, etc., j'ai pas d'informations, mais je pense que ça va arriver soon. Maintenant, donc, sachez bien que nous, les membres de Coin Academy, on a investisseur sur Masa, on a investi courant 2021 parce que justement, c'était une offre de Layer 1 alternatif. On aime beaucoup l'équipe. C'était super longtemps, ça fait 2 ans. C'était au tout début de Coin Academy. Donc ouais, c'est il y a plus de 2 ans. Et si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Moi, je vous dis encore une fois, l'équipe Masa, j'adore. Ça a pas, il y a pas beaucoup d'applications dessus. C'est encore très très early. Est-ce que ça a bien performé, machin, j'en sais rien. J'aime bien la vision. Après, on le sait, hein, aujourd'hui, l'offre de Layer 1, de Layer 2 et compagnie ne fait que exploser. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour Masa d'avoir des smart contracts automatisés et du sharding? Je ne sais pas. C'est pas une incitation à acheter des jetons, qu'on soit clair. Voilà. Je sais pas si on a accès à nos vestings, tous ces trucs-là. Je pense qu'on vous en parlera et tout. Mais nous, en tout cas, nous, ce qu'on a investi, on a 30% des jetons et le reste, ça va se débloquer dans les 2 prochaines années. Mais qu'on soit clair, c'était une petite somme qui a été investie il y a 2 ans. Une petite somme qui a été investie il y a 2 ans. Là, on a des jetons, c'est même pas listé, on peut même pas les dumper, même si on voulait. Faut que ça faire de l'OTC, mais là, on les garde. Donc nous, on garde et voilà. C'est ça. Mais après, c'était une allocation commune qu'on s'est répartie entre membres de l'équipe fondatrice. Exactement. Pour être clair. De toute façon, quand on est investisseur, on vous le dit. On essaie d'être le plus transparent possible. Et oui, on n'a pas mis on vous dira pas la somme, mais on n'a pas mis des 100. Je peux vous dire rapidement pour faire un point de transparence, ce dans quoi je suis investi et dont j'ai parlé publiquement. Je suis investisseur chez Node Guardians. J'ai investi très très tôt. C'était pareil il y a 1 an et demi ou 2 ans. Je suis investisseur chez Masa et Nested.
Nested, le jeton n'est toujours pas sorti. Massa non plus. Et je n'ai jamais fait l'apologie du jeton Nested ou d'autres choses. On est aussi investisseur de Cross Vages depuis un certain moment. Pareil, on a investi super tôt. On n'a pas Et de des jeton ou miettes. quoi que ce soit. Et des miettes. Je suis investisseur aussi en equity chez Bubble Maps, dont j'ai parlé publiquement. Et dans les trucs récents qui sont sortis, je crois rien, si ce n'est Tada qui va sortir, sur lequel j'ai investi personnellement et certains aussi de l'équipe Coin Academy. Pas moi, pas encore. Mais voilà. En tout cas, on est investisseur dans les trucs dont on en a parlé publiquement. Du coup, Tada, on en a pas parlé publiquement. Investisseur de Tada, investisseur de Massa, investisseur de Bubble Maps, mais pas de jetons en equity actuellement. Cross Vages, Nested, Massa, Not Guardians. Non, mais alors, dans le chat, on nous dit, on essaie, vous devez d'être transparent. On est transparent. Faut doser mais... aussi. non, mais attends. D'une, on est transparent, mais pour certains, on n'est jamais assez transparent. C'est pour ça qu'on se dit, on essaie. Parce que je considère que par rapport à la moyenne, on est très transparent. On n'a pas non plus balancé l'adresse avec les montants. Alors, on pourrait être encore plus transparent, c'est sûr. À un moment donné... Je le ferai probablement sur certains trucs. Le problème, c'est que des fois, en fait, on a des wallets qui sont des allocations pour genre toute la team Coin Academy. Et du coup, par exemple, sur ce wallet-là, il peut y avoir des jetons à moi, à Capet, à d'autres gens dans la team. Et donc, s'il y a des gens dans la team qui se mettent à dumper et que moi je dump pas, je vais me faire casser la gueule. Donc, en gros, il faudrait tout séparer pour être 100% honnête et transparent sur ça. Et en tout cas, c'est ce que j'essaierai de faire. Mais en tout cas, moi, je vous ai dit clairement ce dans quoi j'ai investi. J'ai parlé publiquement ces 2 dernières années. En tout cas, c'est ce que je me suis noté moi perso. Donc voilà. Et précision importante, vu les sommes investies jusqu'à présent, on va pas mettre le marché par terre. Hein. Les gars, j'ai pas touché un seul jeton. J'ai pas touché un seul jeton de précel dans lequel j'ai investi. Si ce n'est Massa, auquel, moi j'ai même pas accès, au wallet. C'est moi qui ai la clé privée, c'est moi qu'il faut pirater si jamais. Donc et voilà, j'ai jamais touché, alors que j'ai investi depuis 2 ans et demi dans des trucs. Hein, donc j'ai même pas vu la couleur de mon argent jusqu'à maintenant. Et pour vous donner du détail c'est important d'être transparent pour moi. De comment ça marche, en fait, dans le cas de Massa, par exemple, c'est moi qui ai signé le contrat, c'est moi qui ai géré pour les équipes, qui leur ai dit après vous me remboursez, etc. D'autres fois, ça va être Picsou, d'autres fois, ça va être quelqu'un d'autre dans l'équipe, parce qu'on n'a pas toujours, c'est pas toujours la même personne dans l'équipe qui a le contact direct. Des fois, c'est à tout le monde de remplir un formulaire. C'est toujours différent au cas par cas. Des fois, les paiements se font en USDC, en USDT, en fiat. Là, c'est pareil, c'est différent. Voilà. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de Ape Terminal dans le chat. Moi personnellement, j'ai investi dans Ape Terminal, mais j'en ai jamais vraiment parlé publiquement. Je verrai si j'en parle ou pas en fonction de la tournure des choses par rapport à tout ce qui s'est passé avec Satoshi VM, ce qu'ils ont fait, les décisions qu'ils ont décidé de prendre et les actions qu'ils ont prises d'un point de vue transparence, etc. Mais je me suis pas encore décidé de si j'allais en parler publiquement ou pas. Pour être très honnête. Du coup, là, je le fais, mais il n'y a pas de jeton qui est disponible. Vous pouvez pas en acheter. Je vous incite en aucun cas à acheter de jeton Ape Terminal quand il sera disponible. Qu'on soit clair. Après, on va pas se battre pour acheter du Massa. Vous pouvez donner. Putain, vous êtes fort. Je suis mort. Mais voilà, vous noterez qu'on essaie d'être transparent et que on est un média, que on est là pour faire des sous aussi, on va pas se mentir. Et le but, c'est qu'à la fin, on se mette bien et qu'on évite de vous dégueuler des liquidités à la gueule en vous disant Face caméra, non, on touche pas à nos jetons, achetez-en, on est confiant, etc. Mais déjà, on vous dira jamais d'acheter des jetons dans lesquels nous on a investi. Genre, faites ce que vous voulez. Nous, il n'y a pas d'incitation à l'achat. Je suis pas là pour vous dire ça c'est un bon prix, ça c'est un mauvais prix ou quoi que ce soit. Juste moi, je dirais haut et clairement que ce dans quoi j'ai investi, à quel prix, si j'ai le droit de le faire contractuellement, etc. Mais voilà, moi en tout cas, je tends vers cette transparence la plus totale possible. Je verrai jusqu'où je peux aller sans me mettre en danger aussi et sans avoir trop de problèmes. Mais dans tous les cas, il y aura un minimum de transparence qui sera au niveau de ce qu'on vient de vous dire là. Ensuite, donc pas mal d'actualités. Je vais pas toutes les nommer, mais moi, ce qui m'a intéressé dans les actualités récentes, c'est qu'on a ImmutableX ZKEVM qui lance un mainnet en early access. Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, ImmutableX, c'est un roll-up basé sur la technologie StarkEx de Starknet. Et ils ont décidé de proposer un autre roll-up basé sur la technologie de Polygon. Donc, ils sont sur les 2 tableaux, en fait, en fonction des besoins. Comme ça, il y en a un qui fonctionne avec l'Ethereum Virtual Machine et un autre qui est un petit peu plus maison.
Et il faut savoir qu'Immutable X, c'est un des projets gaming les plus à suivre parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont construites dessus. Voilà. Après, des jeux qui sont aujourd'hui sur Immutable X qui sont vraiment violents, j'en connais pas 10 000. Pour moi, t'as comment ça s'appelle déjà, Illuvium. Et t'en as un autre, un jeu de cartes dont je me souviens même plus le nom, mais c'est un truc assez connu. Mis à part ça, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu caca-culottes, on va pas se mentir. Mais c'est le marché du gaming Web 3. De toute façon, on va en parler juste après. Le marché du gaming Web 3 fait peur. Hein. Ensuite, donc partenariat Celestia Starknet. On en a déjà parlé plein de fois. Bon, c'est pas la peine de revenir dessus. Au niveau du Liquid Restaking, permettez-moi de vous en parler un petit peu plus. Je vous en parle régulièrement. Voilà, le jeu c'est Gods Unchained sur Immutable X, tout à fait. L'autre fois, on avait 3 ou 4 protocoles de restaking dispo. Là, on en a beaucoup plus. Quels sont les nouveaux du coup? Puffer, EigenPy, Genesis, Swell, Bedrock, Inception et Prime. La quasi-totalité va proposer des airdrops. Alors, je vais pas vous répéter toujours la même chose à chaque émission, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? En fonction des protocoles de liquid restaking, vous n'aurez pas le même parcours client. Par exemple, sur Etherfi, vous déposez des Ethers et vous obtenez du coup un produit financier de restaking de Etherfi. Vous cumulez des points sur EigenLayer et sur Etherfi. Sur plein d'autres protocoles, vous allez devoir d'abord déposer vos Ethers sur un protocole de liquid staking, récupérer votre Ether stacké liquide et les redéposer sur le protocole de liquid restaking. Ce qui fait que vous empilez les risques parce que vous avez le risque d'EigenLayer, qui est assez mitigé parce que je pense que les gars sont assez solides sur les appuis, du protocole de liquid staking, qui peut se faire pirater, partir avec la caisse et j'en passe, et le protocole de liquid restaking. Donc si un de ces 3 composants part avec la caisse ou se fait pirater, les fonds sont perdus. Donc vous le savez. Donc le curseur, c'est si vous voulez limiter les risques, soit vous gardez les Ethers natifs, soit vous allez déposer sur les EigenLayer natifs quand ils vont réouvrir les dépôts, c'est-à-dire à partir du 5 février. Si vous êtes un petit peu plus gourmand, vous pouvez passer sur des protocoles de liquid restaking, parce que là, vous allez pouvoir cumuler des points sur le protocole de liquid restaking et sur le protocole EigenLayer et toucher différents airdrops et toucher différents rendements. Ça va dépendre de votre goût du risque. En sachant que, pour ce qui est des rendements, vous n'allez pas manger beaucoup. Vous allez plus manger sur les airdrops, mais nous n'avons aucune garantie sur la qualité des airdrops. Pour être transparent, du coup, moi, je me suis mis sur Etherfi et Kelp DAO. Et j'utilise Pendle aussi, donc les pools de Pendle. Donc en gros, Etherfi, c'est genre je mets mes jetons sur Etherfi et je récupère de l'ETHX. Et ensuite, je le mets sur Pendle dans la pool. Et pour ce qui est de Kelp, en gros, je passe par Strader, ouais, qui est leur protocole de liquid staking. Pour avoir de... Je sais plus c'est quoi comme ETH. ETHX. Et ensuite... non, ETHX c'est Ether Finance. C'est Etherfi. Enfin, Etherfi. Regarde, j'ai raison. Hein. Non, t'as raison. En fait, je sais plus. Ah non, c'est EETH sur Etherfi. Ouais. Et du coup, je mets sur Strader. Je récupère de l'ETHX et ensuite je le mets sur Kelp où je récupère du RSETH. Je l'ai fait avec peu de fonds, j'expérimente, on verra ce que ça donne. Je suis late to the party, je suis un peu en retard par rapport à beaucoup de gens sur ça. Je le fais parce que je voulais d'exposition à Ethereum et je voulais expérimenter, mais j'irai jamais all-in mon bag ETH sur un truc comme ça ou mettre des grosses sommes sur ces trucs-là. Donc voilà, au moins vous avez connaissance des trucs. Comme l'a expliqué Capet, il y a des risques. Prenez ça en compte. J'ai vu qu'il y avait des trucs assez dégènes sur Pendle où tu pouvais genre te mettre en méga levier et récupérer 0 de tes ETH à la fin, mais espérer farmer de baiser EigenLayer. Moi personnellement, je passe pas sur ça. Genre c'est trop dégène pour moi. Moi, je voulais juste de l'exposition à Ethereum et bénéficier de ces airdrops là. Donc je vais tester. J'ai l'impression que si vous mettez des petites sommes, dans tous les cas, vous allez vous faire tuer par les frais Ethereum, qu'on soit clair, en utilisant Ethereum. Et en plus ça, pour pas gagner grand chose. Donc le seul moyen d'être éligible à ces airdrops là et de vraiment farmer, c'est de mettre un minimum de size. Donc je dirais que si vous avez moins de 4 chiffres à mettre, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En tout cas, historiquement sur Altlayer, il fallait déposer un peu plus de 1,2 Ether pour avoir les 720 points pour choper quelques centaines de dollars d'airdrop. Mais bon, il y aura peut-être d'autres airdrops, on sait juste pas combien, on sait pas quel est le minimum, on sait mais pas. Peut-être que si t'as utilisé Altlayer et que t'as utilisé EigenLayer et que t'as utilisé ça, peut-être que tu vas être éligible à d'autres airdrops, de d'autres trucs, etc. Donc en soi, le fait d'être actif sur l'écosystème et d'expérimenter, c'est plutôt cool. Mais voilà, prenez en compte qu'il y a des risques et qu'il faut faire extrêmement attention et voilà, c'est de la DeFi quoi. Et du coup, c'est quoi la différence entre liquid et liquid restaking? On me demandait. Le liquid staking à la base, c'est juste des protocoles qui s'occupent de vous proposer, qui vous proposent de déposer vos Ethers
staker pour vous, parce que normalement, staker sur Ethereum, faut 32 Ethers. Donc, il faut quelques dizaines de milliers de dollars pour T'as mis pouvoir le faire. CoinMarketCap au lieu de Khan Academy, peut-être? Ouais, non, c'est que je me perds. Donc, on a Lido, on a quoi d'autre? Voilà, jetons de staking liquide. Voilà, ça, c'est des protocoles de liquid staking. C'est-à-dire que tu peux arriver avec... majoritairement sur Ethereum. Voilà, tu peux arriver sur le protocole avec 0,1 Ether et faire travailler ton argent, alors que nativement sur Ether, il faut 32 Ethers pour pouvoir staker. Donc, du coup, ça t'évite de manager des serveurs de staking et ça t'évite de devoir déposer beaucoup d'argent pour pouvoir en profiter. Le liquid restaking, en soi, c'est la même chose, mais c'est juste que tes jetons ne vont pas sécuriser que la blockchain Ethereum. Ils vont sécuriser Ethereum et d'autres blockchains. C'est pour ça qu'on parle de restaking. On va traduire ça en français, vous allez tout de suite comprendre. Remettre en jeu. Vous remettez en jeu vos Ethers, sécuriser d'autres trucs. Et là, c'est important du coup de bien comprendre ce que c'est le staking. Le principe du staking, c'est que tu prends un risque, c'est-à-dire que tu mets en jeu ton argent pour sécuriser un réseau. Pourquoi tu mets en jeu ton argent? Pour prouver ta bonne foi que tu es dans l'intérêt du réseau. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'intérêt du réseau, tu prends des pénalités. Le principe du coup du restaking, c'est que propose tes jetons à d'autres écosystèmes pour sécuriser d'autres réseaux. Donc en soi, le principe, il est superbe. C'est vrai que quand tu y repenses, tu te dis, bah si ça peut sécuriser Ethereum, ça peut sécuriser absolument tout et n'importe quoi. Le truc, c'est que ce n'est pas natif à Ethereum. Donc du coup, bah, c'est natif à EigenLayer. C'est EigenLayer qui propose ça. Donc il faut absolument qu'EigenLayer soit sécurisé. Ils ont fait récemment une FAQ des risques que j'ai pas encore lu. Mais sachez que les risques existent, ils en sont conscients et ils se sont exprimés sur pas mal de trucs. Donc, si vous voulez prendre le temps de lire les risques, vous pouvez. Et donc, oui, il y a un risque de Terra Luna, évidemment, hein, qui est différent, mais dans l'idée, c'est que, bah, s'il y a une attaque sur EigenLayer et que ça finit mal, bah, ça va être une perte assez phénoménale pour les investisseurs, effectivement. Parce qu'en plus, EigenLayer, c'est genre la sorte de fondation pour tous ces trucs, genre comme Kelp, comme... Donc en gros, si EigenLayer, ça saute, tous ces trucs-là sautent, a priori. Ouais. Bah, c'est simple, aujourd'hui, EigenLayer, ça pèse... c'est quoi? C'est 500 000 Ouais, Ethers. regarde sur DeFi Lama, je pense. Ouais. DeFi Lama, je pense que c'est vraiment mieux. S'ils ont, ouais. Je pense qu'ils ont. Ouais, tu vois, EigenLayer, c'est 2 milliards. Hein. C'est une dinguerie. C'est 10% des Ethers de liquid staking de Lido. Et c'est 1% de tous les Ethers, du coup. Ouais, un peu moins d'1%. Donc, plus EigenLayer va devenir gros, et donc plus ça peut créer des faits catastrophiques, systémiques sur l'écosystème en cas de problème. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faudrait souhaiter, finalement, c'est des concurrents d'EigenLayer pour que t'aies pas une centralisation totale des risques. C'est toujours pareil. Donc, n'hésitez pas à lire les risques dans les FAQ que je vous ai mis dans la description. Ensuite, toujours dans cette logique de liquid restaking, on va avoir un truc qui s'appelle Mega ETH. J'en ai parlé dans une émission précédente, tu vois. Alors, on a une chance absolue, c'est que Federico, c'est le fondateur de Class Lambac, qui est une très très grosse entreprise de cryptographie en Argentine. C'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant le Starknet CC, qui parle le français, il maîtrise plusieurs langues, etc. Et c'est quelqu'un qui tweet beaucoup de sujets très très techniques. Et en fait, il a posé une question toute con, qui était... Alors attends, je reprends la question. Est-ce qu'il va y avoir un équivalent de Monad ou Solana, c'est-à-dire un layer ultra performant, mais en surcouche d'EigenLayer? Et le fondateur d'EigenLayer lui a répondu oui, il y a Mega ETH qui va créer un équivalent de Monad, c'est-à-dire une blockchain qui proposera le parallèle EVM, mais basé sur EigenDA pour la data availability. Ok. Donc après, ils ont continué de discuter, etc., etc. Ensuite, il y en a un qui a répondu mais il y a Espresso System qui va proposer justement un écosystème modulaire aussi sans l'exécution, c'est-à-dire consensus, data availability, etc., etc. Et il a dit oui, Espresso System va se spécialiser dans le consensus sans l'exécution, mais je ne connais pas de projets qui vont se construire en surcouche d'Espresso. Tout ça pour vous dire que le modulaire, ça va pas être que Celestia et Avail. Il va y avoir beaucoup plus d'écosystèmes, beaucoup plus de narratives à jouer. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de suivre des gens qui sont assez techniques, parce qu'en fait, les alphas, tu les as là. Ah mec, dire que X est gratuit. Dire que X est gratuit, ouais. Et qu'il nous paye pour tweeter. Donc voilà, Mega ETH, hein. The fastest possible EVM compatible execution layer, pour les intéressés. Concurrent de Monad. Et donc pour ceux qui connaissent pas Monad, ça va être un gros layer 1 qui gère le VM, parce qu'ils ont bossé pendant plus de 3 ans, je crois, sur comment on optimise la gestion des données, comment on crée des modèles de base de données, comment on parallélise la transaction, bref, comment on reprend ce qu'a fait Ethereum, mais en beaucoup mieux,
pour proposer de l'Ethereum Virtual Machine beaucoup plus performante et ils annoncent du 10 000 transactions par seconde et non, ils n'ont pas de jetons. On peut pas investir pour ceux qui allaient poser les questions. Mais vous pouvez suivre ça. Et Eclipse aussi qui va être intéressant. Et Eclipse, tout à fait, qui va proposer de leur côté alors attends, Eclipse qui va proposer cette fois-ci la machine virtuelle de Solana en guise de roll-up sur Ethereum. C'est-à-dire que tu vas avoir les performances de Solana, mais backées par la sécurité d'Ethereum. À suivre aussi. Donc franchement les gars, il y en a des trucs, hein. Il y en a des trucs à suivre, hein. C'est une folie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces Layer 2 en ce moment utilisent, ou en tout cas vont utiliser Celestia. Donc on peut s'attendre à des airdrops pour les gens qui stake des TIA, quoi. Donc je vous dis pas de staker des TIA, mais en tout cas moi je le fais et vous pouvez très bien le faire en étant delta neutral, c'est-à-dire genre je mets $1000 stakés sur TIA. Et de l'autre côté, j'ai un short de l'équivalent de $1000 sur, je sais pas, Bybit, Bitget, DYDX, Hyperliquid, Binance, tout ce que vous voulez. Et ce qui vous permet en fait d'être pas exposé aux variations de prix de TIA, mais d'être exposé à tous les airdrops qu'il pourrait avoir dessus. Donc voilà, si vous connaissez rien en produits dérivés, ne le faites pas. Si vous voulez en apprendre plus, voilà, renseignez-vous. Et comme vous adorez cette émission, vous allez nous aider à passer les 10 000 abonnés. Et même, et même les plus, tout de suite maintenant, je sais pas, mais en tout cas pendant cette rediffusion, vous allez mettre un like sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube, un commentaire pour nous dire que vous nous adorez. Et sachez que c'est un palier symbolique, les 10 000, parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, YouTube aura tendance à pousser un tout petit peu plus la chaîne. Je dis ça, j'en sais rien, mais moi je me souviens quand j'ai passé les 100 000 sur ma chaîne principale, mes vues ils ont gonflé d'un coup. J'ai pris un référencement naturel d'un coup sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, des contenus. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que en vrai, cette chaîne, ça fait un moment qu'on l'a construit. On est à 450 vidéos. 450 vidéos. Ouais, c'est plus que ma chaîne principale. Donc ouais, on a bien charbonné. Et je vous le dis honnêtement, les gars, franchement, tous les retours qu'on a sur les dernières masterclass, etc., ça fait tellement chaud au cœur, vous imaginez pas. Alors, c'est vraiment une folie. Même quand on vous rencontre IRL et tout, on a toujours des bons retours et tout sur les masterclass. Donc franchement, ça fait extrêmement chaud au cœur. Je pense que Capet met tout son cœur pour vous fournir des trucs bien d'un point de vue fonda. Et c'est surtout des trucs fonda. Genre, en vrai, j'en entends pas parler ailleurs sur les autres lives, sur les autres vidéos. En tout cas, ça peut arriver, mais des trucs aussi pointus, c'est plutôt rare. Donc, merci à toi, Capet, pour ça. Je pense que tu fais... les masterclass, elles marchent vraiment bien, hein. Franchement, c'est vraiment le rendez-vous de la semaine. Bon, bah, pas la semaine dernière, du coup, mais c'est des formats que vous adorez. Et voilà, même si c'est long, mettez en x2 si ça vous saoule ou vous allez en description, vous avez toujours les timestamps. Donc, n'hésitez pas à passer, à regarder. C'est du contenu qui est gratuit, ça nous fait plaisir et on continuera de délivrer, vous voyez, bear market ou pas. Nous, on n'est pas parti. On vous a pas laissé. Et les masterclass, elles étaient là en bear market. Est-ce qu'on l'a en bull market? Est-ce qu'on relâ en bear market? On est hal. On va parler un peu spéculation. On a les 10K, hein. De quoi? On nous dit les 10K. 10K on a les 10K, bah c'est magnifique. Merde, pas Capet Crypto, désolé, on a trop de chaînes YouTube. Les 10K c'est fait, bah c'est incroyable. Masterclass, merci les gars, ça fait plaisir. Après 2 ans, ouais 2 ans je dirais. Mais après c'est censé s'accélérer, crescendo. En tout cas, j'espère. N'hésitez pas à partager ça autour de vous. Ensuite, je vais continuer sur plein de petits trucs fonda et on va parler spéculation après. Putain, mais il y a plein de trucs que je me suis noté, c'est une folie. Du coup, on le disait plus tôt sur Whales Market, qui est un protocole sur Solana qui permet en OTC de faire des échanges sur des jetons qui sont pas encore sortis ou des points, etc. Et ben, on a le jeton Dimension qui va sortir le 6 février. Déjà échangé sous le manteau. Même chose pour les points, donc n'hésitez pas à suivre. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut voir qu'un point sur Eigenlayer est vendu 20 centimes le point. Bah, je savais pas. En gros, ça on va dans 100% field, l'onglet. Ça, c'est genre les derniers ordres qui sont faits field. Okay. Donc les derniers ordres qui sont faits field, centimes, là, ouais. On est plus sur du 12 centimes. Ouais. Mais c'est une folie, hein, toutes les infos qu'on a. Et si tu regardes, t'as average bid et average ask. Tu sais, sur le bandeau... T'as le bandeau Eigenlayer, là, juste en dessous de ton curseur. Bon, ça n'est pas ça, bon, bref. Mais t'as le total volume et t'as l'average bid et average ask. Et du coup, ça te permet de voir à peu près, genre, à combien ont été, achetés, vendus, les jetons, en tout cas, à quel point les gens se positionnent et à quel prix ils se positionnent, etc. Whales Market, il faut faire attention, les gars. Encore une fois, c'est de la DeFi. Donc, et voilà, il faut prendre en compte que c'est de la DeFi, donc il y a des risques. On sait pas à quel point c'est solide. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai fait aucune opération sur Whales Market, qu'on soit clair. J'ai jamais vendu de points, j'en ai jamais acheté. Et même quand vous en vendez, vous devez mettre de l'Ethereum en collatéral pour en fait assurer l'acheteur que vous allez pas le scam en réalité. Ouais, on espère que ça va bien finir cette affaire. Hein. Donc, mais
moi, personnellement, ce que je vois sur Wales Market, c'est vraiment stylé. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de concurrents à Wales Market. Je vois pas ça. Ouais. Et t'as vu, il y a pour moi, Camino, Drift ouais. et Margin qui vont arriver aussi. Ouais. Stylé, stylé. J'espère que c'est sécure. Voilà, il y a le risque de se faire baiser, ça c'est vrai. En tout cas, le jeton Wales, gros, il s'est enflammé, ouais. J'ai chaud de barre. Il y a Petit Prince qui s'était positionné dessus. Mais gros, j'ai vu les premiers tweets. Il a fait un x30, x50. Il avait trop bien sizé. Il a vendu super tôt. Mais en tout cas, GG à lui d'avoir pris l'initiative de je crois qu'il en gros, il a fait de l'achat spot et de l'achat seed. Et sur l'achat seed, il a x200. C'est Wales ou c'est Wales? Wales, pardon. Ouais. Mais là, il a fait le shad. Ouais, il a fait le shad. J'arrive pas à retrouver la paire en USDC. Bon, bref. C'est ça. Si, là, t'es en USD. Hop. Et tu peux mettre. Ouais, on est passé de quelques centimes à $2. Ouais. C'est une folie. J'ai pas fini. Je n'ai pas de Wales. Encore un tweet du copain Federico. Donc, il y a eu des débats sur Solana versus World, etc., etc. Justement, ce message va t'intéresser, Léo, parce que tu dis pourquoi les roll-up alors que Solana existe quand on parle de frais de transaction, de rapidité. Et justement, il y répond pour dire que pour lui, en tant que cryptographe et donc en tant qu'acteur qui bosse sur les optimisations des performances sur les roll-up, etc., il pourrait parier de l'argent qu'à l'horizon fin 2024, on va multiplier par 10 la capacité des transactions des roll-up pour dépasser les 1000 transactions par seconde réelles avec des transactions inférieures à 10 centimes sur les layers 2 d'Ethereum. Donc pour ce qui est des transactions à moins de 10 centimes sur les layers 2 d'Ethereum, on y est déjà. Pour ce qui est des swaps, on est quand même sur tous les layers 2. Ouais, sur la majeure partie des layers 2. Non mais t'imagines. Ça veut dire que ça serre à la main avec tous ces layers 2, tous ces moyens pour essayer d'arriver au niveau de performance de Solana actuellement. Ouais, mais voilà, en termes de décentralisation sécurité, c'est pas la même. Exactement. Et sur de l'Ethereum Virtual Machine. Donc, je pense qu'il dit vrai. Hein. Pour rappel, Federico, c'est Class Lambda. Class Lambda, c'est une boîte qui bosse historiquement avec Starknet, qui a participé aux optimisations de Starknet, qui en ce moment bosse, je crois, sur ZK Sync et qui bosse sur plein d'autres écosystèmes liés à du ZK. Donc, qui permettent à tous ces roll-up de devenir beaucoup plus performants et donc moins chers, etc. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit... Désolé de te couper. Yo le chat, vous en pensez quoi des gens qui spamment des airdrops testnet cause 0 de potential profit, $5,000? En gros, ils disent tu risques 0 pour gagner $5,000. En vrai, les testnets, ça te coûte rien d'essayer. Mais c'est juste qu'il faut arrêter de se mentir et dire que vous allez prendre $5,000 en allant sur un testnet et en faisant des opérations. Souvent, il y a plusieurs testnets. Souvent, ça se fait en plusieurs étapes. Donc voilà. Après, expérimenter, tester des choses, être early, etc. Si vous avez du temps à disposition, je vois pas trop le risque en réalité. Mais après, tous les mecs qui vous font des trades Twitter en mode regardez comment avec $25 j'ai obtenu cet airdrop de je sais pas combien de dollars. Bon, déjà il y a plein de menteurs. Et c'est surtout que dans l'algo ça marche parce que les mecs ils mettent des signets, ils mettent des likes, ça ressort dans l'algo et ça les fait péter. Donc pour moi, il y a une part des gens qui le font vraiment par passion et des choses qui sont vraiment intéressantes. Et puis derrière, il y a un marketing super agressif que j'aime pas spécialement. Donc voilà, à vous de faire la part des choses. Juste. Voilà, petit big up à Cryptomage sur la partie airdrop en vidéo. Une interview de lui demain. Top vidéo. Ah, stylé. Et sachez que vous l'avez vu sur le site de Coin Academy, vous avez la catégorie airdrop, mais on a aussi un dossier dédié aux airdrops pour les membres du club qui est toujours disponible. On va parler maintenant de mouvement que je suis depuis longtemps en termes de roll-up. Alors à la base, mouvement c'est quoi? C'est une stack technique pour pouvoir créer des roll-up, enfin des layer 2, layer 3, etc. basés sur le langage Move de Sui et Aptos. Et ils viennent de sortir une annonce pour dire qu'en fait, tu pourras avoir un truc qui fait à la fois l'Ethereum Virtual Machine et à la fois le Move. Donc ça va être pas mal, ça va permettre du coup de pouvoir dumper un peu les gens de l'EVM, mais aussi proposer un langage beaucoup plus performant sécurisé, à savoir le Move. Donc ça va permettre une démocratisation du langage Move, tout en étant backé par la sécurité d'Ethereum, parce que c'est un roll-up. Et ça, c'est intéressant. Et donc en fait, ils disent que la parallélisation des transactions rapportées par Diem et donc par Sui Aptos derrière est très intéressante et que potentiellement, je pense qu'ils vont pouvoir proposer une sorte de parallèle EVM eux aussi. Donc on va commencer à avoir de plus en plus de performances, que ce soit les Layer 1 alternatifs, les roll-up, etc. L'année 2024 va être très intéressant. Après, la question qui va se poser, c'est la question qui fâche, je suis obligé de vous le rappeler. C'est bien beau, plus de performances moins chères, mais quand est-ce qu'on va avoir des applications qui servent à autre chose que spéculer? Parce que pour le moment, c'est un peu toujours la même histoire, quoi. On est un petit peu fatigué. Bref, pour terminer, je te laisse la main sur la partie technique. J'ai fait un premier stream de Shrapnel. Donc Shrapnel qui est un des jeux Web3 les plus attendus. Un petit peu déçu, pour être transparent avec vous, dans le sens où
Je vous dis pas, avec ce que j'ai vu, le jeu c'est nul, c'est mort, etc. Je vais même être plus transparent que ça. Aujourd'hui, on bosse avec Shrapnel, donc on va être payé pour vous en parler sous forme d'articles, sous forme de vidéos, etc., etc. Juste, moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais pas fait une early access aussi early, dans le sens où on en est Je à crée un de la stade. déception. Ouais. Ouais, on en est à un stade où les paramètres pour changer, les paramètres audio, les paramètres vidéo, t'as plein de trucs qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont pas été codés. T'as des textures qui sont pas terminées. Le recul des armes est assez spécial. J'ai un des PC les plus puissants qui soit possible sur le marché. Je me bagarre pour avoir 100 images par seconde en jouant en 1080p. Pas mal de choses comme ça. Par contre, pour mettre de la nuance, voilà, c'est un jeu vidéo. Le marché du jeu vidéo, c'est ça. Si tu veux un gros jeu, donc avec des grosses maps comme ça, tout est question d'optimisation. Donc mettre de la tessellation sur les textures de loin, éviter certains défauts qui sont gourmands sur les performances et sur la latence, le recul des armes, etc., etc. Tout ça, c'est des trucs qui se règlent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Shrapnel est aujourd'hui un des jeux. Shrapnel est un des jeux les plus attendus. C'est pour vous dire à quel point l'écosystème gaming Web3 pour le moment n'est pas sensationnel, et je ne m'attends pas à voir un jeu terminé avant 1 an et demi, 2 ans, facile. Le temps d'avoir des textures, d'améliorer le gameplay, etc., etc. Alors après, c'est ça aussi, hein, le Web3. C'est de se dire, bon, bah, on va construire le jeu ensemble avec la communauté. Ils investissent par le biais de NFT, de jetons, etc., etc. On va les laisser participer. Mais pourquoi ils ont pas voulu faire genre peu de choses mais très bien plutôt que genre beaucoup de choses et pas super bien ou genre pas fini? Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça pourquoi ils ont pas fait une plus petite map? Pourquoi ils ont pas fait une plus petite Ah. map? Tu vois, une plus petite map avec moins d'objets, moins de trucs, et juste par contre tout est nickel. Comme ça laisse une meilleure impression, ça permet aux gens de tester. Bon, je sais pas. Je sais pense pas que depuis les choses combien sont de pas temps aussi ils simples sont que ça, dessus, mais c'est ça. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Donc on fera d'autres streams Shrapnel très bientôt. D'ailleurs, il faut savoir je suis tellement hype pour GTA 6, gros. Ça va être une dinguerie. Ouais, frère. c'est sûr. Quelle dinguerie. En quoi vous allez plus me voir, hein, plus de masterclass après GTA 6. En quoi Avalanche bénéficie Shrapnel? Bah en fait, la stack technique d'Avalanche, elle permet énormément de personnalisation, beaucoup plus que ce que propose Cosmos ou les roll-up aujourd'hui sur Ethereum. Donc eux, ils avaient ce besoin de personnalisation pour faire une blockchain sur mesure. Ils auraient pu faire leur propre blockchain à eux, mais ils ont quand même souhaité se baser sur les travaux de Avalanche. Donc ils vont avoir leur propre subnet. Et donc aujourd'hui, Shrapnel n'est pas jouable, mais il va devenir pour les gens qui ont acheté des packs d'extraction. Donc le plus petit est à $20, voilà. Et les prochains Early Access se feront le 8, 9 et 10 février. Ils l'ont annoncé sur leur Twitter. Donc vous pourrez tester le jeu. Et de ce qu'ils nous ont fait écrire dans l'article, qui va sortir très bientôt, il y aura potentiellement du loot de NFT pendant ces périodes d'Early Access. Et là, c'est moi qui vous parle, c'est pas Shrapnel qui me missionne pour vous le dire. Vu comment ça s'est bien passé pour Big Time, je prends Big Time Marketplace, qui est, pour moi, Big Time en l'état, c'est le jeu Web3 le plus réussi. Y a pas photo. Quand tu vas sur, OpenLoot Marketplace, NFT Marketplace, et que tu vas dans les tags, où est-ce qu'on trouve les tags déjà, pardon. Tu peux lister les objets. T'as beaucoup d'objets qui sont sortis que pendant la partie Early Access ou Pre-Season. Et quand tu vois à quel point les objets sont capitalisés, ça peut après, valoir. C'est des offres. Faut voir s'ils sont vraiment achetés à ce prix-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais bon. Parce que moi aussi, je peux mettre une offre sur Bitcoin où je le vends à $400,000. Est-ce qu'il vaut $400,000? Après, il y a eu quand même quelques volumes. Très sympa. Ça peut valoir le coup. C'est-à-dire que la logique Web3, c'est ça, tu vois. La logique Web3, c'est te dire, tu joues, le jeu, il est gratuit ou il coûte pas grand-chose. T'es pas obligé d'être investi dans le jeton, mais potentiellement, tu peux looter du stuff qui, lui, prend pas mal de valeur. Et pour être joueur Counter-Strike, les skins Counter-Strike, à part les caisses qui ont pris en valeur au bout de 10 ans, on nous a pas payé gracieusement. T'étais obligé d'ouvrir des grosses caisses. Alors que là, tu peux vraiment looter des NFT qui sont sympas, quoi. Sur CS, tu jouais, t'obtenais des caisses. Hein. Oui, mais les caisses, tu vois, t'en récupérais pour 10, $20 max. Alors que là, t'as des trucs type des space, c'est-à-dire de l'immobilier virtuel, qui chiffrent pas mal sur Big Time. Voilà. Je terminerai en vous laissant en description 2 liens utiles pour suivre un petit peu ce qui se fait dans l'écosystème gaming Web3. Il y a pas mal de jeux qui vont sortir ou qui sont disponibles. Je vous laisse ces 2 liens de tier list et je vous laisserai regarder tout ça de votre côté. Je te laisse la main sur la partie analyse technique, Léo. Ouais, je pense qu'on arrive sur 2h12. Je pense pas que je vais faire de partie technique pour être honnête. Je pense que je vais pas assommer les gens. Mais je pense que ce qu'on peut regarder, par contre, je te montre mon écran.
Hop. Ouais. C'est tout ce qui est token unlock, etc. Je pense que ça peut être bien de regarder ça ensemble. Vous me dites ce que vous voulez qu'on regarde, on essaye de regarder, etc. Parce que ça me semble assez intéressant et j'ai commencé à en parler sur Twitter et je pense que c'est bien de comprendre un petit peu quels sont les vestings, quels sont les tokenomics, tous ces trucs-là pour les projets que vous suivez. Dans les trucs qui m'ont un peu choqué, honnêtement, t'as OP, t'as TIA. Lido, ce qui est assez intéressant, c'est que t'as la quasi-totalité des jetons qui sont émis maintenant. Donc c'est plutôt cool. Et même Sui, genre, je vais te montrer un peu Sui, comment j'ai été choqué des unlocks à venir. Bon, c'est en train de charger là. Bah, on est sur des VC chains qui font peur, hein. Ouais, non, mais c'est, enfin, des VC chains. C'est juste que c'est des jetons qui sont jeunes, en fait. Et il faut du temps pour qu'un jeton soit bien distribué, mais, si tu regardes Sui, si ça veut bien charger, parce que là, je suis en train d'assommer, le site. D'ailleurs, j'ai pris l'abonnement pro pour moi et pour vos beaux yeux, les potes. Mais, Putain, alors, ouais, le site a du mal, hein. Putain. Le site, il est en PLS, c'est une folie. Bah, le bon, temps je que vais ça commencer. charge, regarde, on me Ouais, pose une vas-y. question, dans le chat, ça pousse à la ça en ce moment, c'est pour toi, frérot. En ce moment, ça travaille biceps. Moi qui pensais avoir un biceps court, non, j'ai pas un biceps court. Je suis en train de faire le triceps, je suis en train de faire les épaules, frérot. Je peux te garantir que cette année, vous allez voir un buff dans les conférences, vous allez choc barre. Voilà, c'était le temps que ça charge. Ça n'a toujours pas chargé. Qu'est-ce que je peux montrer? Parce que là, en gros, c'est vraiment long à charger. Je n'ai pas accès à ces foutus graphes, je n'en peux plus. Et pour les mensurations, 1m77 pour 72 kg. Voilà. Le site a crevé, en fait. J'ai ouvert 5 pages. Allez, les gens, pendant que ça load, t'imagines, je commence à tomber le falzar et tout. Bon, je propose qu'on se garde ça pour une prochaine fois. Parce que ouais, là, le site est... chargé. Sinon, on va sur CryptoRank, peut-être. Ouais, mais là en vrai, c'est il y a plus visuel vraiment... token unlock. Ouais. Non, mais en vrai, je pense dans tous les cas, on arrive à 2h15 de masterclass. Je pense qu'on est bien. Dans tous les cas, pour tout ce qui est tokenomics, vesting, cliff, etc., j'en parlerai bientôt dans une vidéo dédiée. Je pense que je vais en faire une vidéo dédiée juste pour la curiosité de chacun. Je pense que ça peut être assez sympa d'en parler et surtout de pouvoir se projeter sur le cycle qui arrive et au moins avoir connaissance de ce qui pourrait se passer. Donc voilà. Quad, c'est déjà fini. Bah, frérot, on est sur 2h15 de 2h15, live. hein. Bon, et d'ailleurs, on a été plus de 500 tout le long du live. Ouais. Donc vraiment très agréable, les potes. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait méga plaisir. Et de toute façon, pour la partie technique, je ferai une update demain ou après-demain. J'ai fait une update technique sur le marché il y a 2-3 jours sur ma chaîne pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà, Capet, peut-être le mot de la fin. Bah, mot de la fin, on va être régulièrement en live cette semaine, les semaines suivantes, parce que y a plusieurs contenus qui doivent être faits. Notamment, vous parlez un petit peu des nouveautés d'Ultra, vous parlez des nouveautés de Shrapnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous parler aussi de Swissborg dans le courant février, parce qu'ils vont sortir un nouveau produit lié au Gaming Web 3. Donc, on va vous en parler sur Khan Academy. Et je vais vous en parler en perso. Donc n'hésitez pas à suivre sur Twitch, on va tester pas mal de choses et puis bientôt je pars en vacances aussi en Thaïlande, mais j'ai fait le nécessaire pour quand même avoir un bon micro, une bonne caméra même à distance. Donc on passera un bon moment, je vous ferai peut-être des vlogs, j'en sais rien, on va s'occuper. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, et je vous mets du coup en description en description dans le chat la vidéo que j'ai fait sur le farming d'Hyperliquid. Pour ceux qui veulent farmer, je rémunère $25 par million de dollars tradés. C'est plus que moi ce que je récupère en affiliation via le site, puisque je récupère 10%. J'ai le même lien que tout le monde. Je n'ai pas été payé par Hyperliquid, je n'ai pas d'avantage, je n'ai pas d'informations en amont par rapport à vous. Même si j'ai essayé, j'en ai pas obtenu. et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez ça. Une fois que vous êtes affilié, vous avez mon Discord où je paye les gens directement. Si vous n'avez aucune expérience en trading, aucune expérience avec les produits dérivés, n'y touchez pas. Et pour ceux qui veulent ma dernière en tout cas update technique, vous avez tout simplement ok, très bien, je ne suis pas premium, je n'ai pas le droit au bonheur, très bien. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez ma dernière update technique qui est disponible sur ma chaîne, donc où je parle du marché, je parle de Bitcoin, je parle d'Ethereum, je parle de Solana, je parle de Jupiter, je parle de plein de choses. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Et puis voilà, je pense qu'on rentre dans le format. Ouais. Merci pour l'Opium et l'Alpha, Capet, sur tous ces trucs de fonda. Et dans tous les cas, on se retrouve au plus tard dimanche prochain. Et moi sur ma chaîne cette semaine, on va enchaîner les interviews. J'ai Paul de Crypto Formation ce mois-ci.
Je vais avoir Anker, je vais avoir William Simonin, du coup le frère d'Owen qui a fondé Tada. Je vais avoir qui d'autre? Enfin, Cryptomage, je sais pas si je l'ai dit. Ouais. Je discute avec Rodolphe, mais Rodolphe met sa vie à me trouver un créneau pour une interview. Mais bref, j'essaie de vous faire des formats assez sympas là prochainement. Et je pense que vous allez vous régaler. Et de toute façon, toujours là pour essayer de vous permettre d'apprendre des choses et d'être bien positionné dans cet écosystème pour le cycle qui arrive. Ce cycle, c'est notre cycle. Ciao tout le monde. Tchuss.